Bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV et bienvenue dans cette émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier, une émission spéciale parce que c'est la première fois que je vous la présente. Voilà, cette émission est présentée par les experts de la maison d'expertise située au 28 rue Blanqui à Fort-de-France. Et comme à l'accoutumée, nous serons en présence des experts immobiliers. Nous avons M. Thierry Louis-Léopold. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste technique juridique économique de l'immobilier, expert immobilier, diplômé de l'ICH. M. Franz Roselmack. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Spécialiste également des techniques juridiques et économiques de l'immobilier et diplômé de l'ICH, expert immobilier. Et puis nous avons un invité spécial, un monsieur qui depuis 40 ans exerce dans l'immobilier en Martinique, qui a été l'un des premiers à être syndic de copropriété en Martinique, premier Martiniquais diplômé syndic de copropriété. Il exerce également en tant que professeur au sein du CNAM et a formé bon nombre de Martiniquais au métier de l'immobilier. J'ai l'honneur de vous présenter M. Franz Étifier. Bonsoir M. Franz Étifier. Bonsoir monsieur l'animateur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Donc, comme vous l'avez compris, dans cette émission spéciale, M. Franz Étifier ne sera pas animateur, mais sera expert immobilier. Souvent, les téléspectateurs, quand ils nous rencontrent, disent voilà, qu'ils apprécient l'émission parce que M. Franz Étifier nous met un peu sur le grill, il nous pose beaucoup de questions, il cherche la petite bête. Mais aujourd'hui, M. Franz Étifier, c'est vous qui êtes sur le grill. Oui, c'est une épreuve que je redoute, hein, avec vous surtout. Non, il n'y a pas de raison. Donc, ce soir, l'émission sera consacrée à la copropriété et plus particulièrement aux petites copropriétés et aux copropriétés composé de 2 copropriétaires. Mais avant de parler de ce régime spécifique, je pense qu'il serait quand même important pour que les téléspectateurs puissent comprendre en fait qu'est-ce que la copropriété, que vous définissiez la copropriété, et nous dire c'est quoi la copropriété. Donc, la copropriété, c'est quoi? Vous avez un immeuble ou un groupe d'immeubles. Oui. Cette propriété est répartie entre plusieurs personnes. D'accord. C'est divisé en lots. Et chaque propriétaire aura ce qu'on appelle une partie privative et une quote-part de partie commune. D'accord. C'est une définition de la copropriété, en gros, pour faire simple. D'accord. D'accord. Et on constate effectivement qu'il y a un bon nombre de copropriétés en Martinique, en France. Il y a souvent des difficultés en matière de copropriété. L'une des difficultés rencontrées, c'est notamment la compréhension par les copropriétaires des différents organes qui composent la copropriété. Est-ce que vous me parlez un peu de ces différents organes? Qu'est-ce qu'un syndicat de copropriétaires? Qu'est-ce qu'un conseil syndical, en fait? Est-ce que vous me parlez des différents organes que compose la copropriété? Alors, le syndicat de copropriétaires, c'est celui qui représente l'ensemble des copropriétaires. D'accord. Donc, c'est prévu par le texte. Hein. Oui. D'accord. Par quel texte? Par la loi 65-557 du 10 juillet 1965, pour ceux qui veulent être précis. D'accord. Et il y a un décret, c'est le décret 67-223 du 17 mars 1967. Entendu. Voilà. Donc, c'est les textes qui régissent la copropriété. La copropriété en général. Et maintenant, on a des articles que l'on trouve aussi dans le Code de la construction et de l'habitation, hein, des fois, concernant la copropriété. Et donc, concernant le syndicat, c'est l'article 14. Oui. Le conseil syndical, c'est l'émanation. Ce sont quelques copropriétaires qui représentent les copropriétaires. Donc c'est l'article 21. Et ils ont une mission particulière, c'est de contrôler et d'assister le syndic. D'accord. Et maintenant, le nouveau conseil syndical, lui, vient aussi avec certaines missions qui peuvent lui être alléguées par l'Assemblée générale des copropriétaires. D'accord. Il y a une troisième entité aussi qui peut compter, c'est l'Assemblée générale des copropriétaires qui, elle, est l'organe qui prend des décisions. C'est-à-dire qu'on convoque des copropriétaires et lors de cette Assemblée générale, ceux-ci peuvent être amenés à prendre des décisions liées à la gestion, la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes. D'accord. Qu'est-ce que le syndic de copropriété? Parce qu'on parle également du syndic de copropriété. Alors pour résumer quand même ce que viennent de dire mes collègues, on va dire que dans une copropriété, vous avez un organe de décision. C'est l'Assemblée générale des copropriétaires, c'est l'ensemble des copropriétaires.
Vous avez un organe de contrôle, c'est le conseil syndical, ce dont vient parler Thierry Léopold. Oui. Et puis, vous avez un organe d'exécution des décisions de l'Assemblée générale, c'est le syndic de copropriété. Et toutes les copropriétés ont obligatoirement un syndic. Il ne peut pas y avoir de copropriété sans syndic. À ce moment-là, on est sur une copropriété défaillante. Oui, mais dans les faits, on constate qu'il y a quand même beaucoup de copropriétés qui n'ont pas de syndic. Mais quand on parle de syndic, on parle de syndic professionnel et non professionnel également aussi. C'est important de dire ça. Parce qu'effectivement, en préparant l'émission, j'ai consulté un peu de nombreux copropriétaires, notamment sur les petites copropriétés. Ils m'indiquaient qu'ils avaient des difficultés à trouver des syndics professionnels qui étaient prêts à les accompagner dans la gestion de leur copropriété. Qu'est-ce qui explique cela et quel palliatif en réalité pour ces copropriétaires? Alors, bon, déjà, il faut dire ce que c'est une petite propriété. Hein. C'est des petites propriétés, c'est des propriétés de 5 lots maximum. D'accord. Ou des copropriétés qui ont un budget sur une moyenne de 3 ans qui ne dépasse pas 15 000 euros. D'accord. D'accord. Donc ça correspond à peu près une dizaine de lots, à peu près. Donc, on peut avoir des copropriétés de 5 à 10 lots en petites copropriétés. Donc, à mon avis, les syndics, les petites copropriétés ne sont pas rentables forcément pour eux. D'accord. Donc, ils hésitent à aller sur des petites copropriétés. Bon, ils préfèrent se dire que je préfère avoir des difficultés sur des grosses copropriétés que des petites copropriétés, par exemple. Donc, ou encore, s'ils y vont, ils vont demander un prix prohibitif qui va décourager les petites copropriétés. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'histoire des copropriétés. Mais bon, c'est encore mon avis. Oui. Je conseille toujours aux petites copropriétés d'éviter de prendre des syndics. Et 5 lots, 10 lots, je pense que ça peut se gérer, par eux-mêmes. Ils peuvent le gérer eux-mêmes. D'accord. Et soit par un syndic non professionnel ou dans le syndicat coopératif, simplement. Mais lorsqu'on regarde quand même la difficulté, la complexité de la copropriété, on a du mal à imaginer des personnes profanes qui n'ont jamais étudier le droit de l'immobilier, pouvoir gérer une copropriété. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui... Mais ils peuvent se faire assister, c'est prévu dans la loi, ils peuvent se faire assister par des tierces personnes, des professionnels qui peuvent les accompagner dans certains domaines. Ça peut être la comptabilité, par exemple, s'ils ont des difficultés. Donc, ils peuvent se faire assister. D'accord. Vous avez un complément? Oui, moi, je dirais que, à l'inverse, on est sur un statut compliqué. C'est un statut quand même qui n'est pas simple. Et puis le législateur s'est amusé, entre guillemets, bien entendu, l'expression était entre guillemets, il s'est amusé à modifier ce statut régulièrement jusqu'en aujourd'hui, jusqu'en 2019. 2019, d'accord. Dernière 2020 réforme, même, c'est une loi qui date de 1965. Oui. Et avec des réformes successives, 1985, 2019 et consorts. Mais même les professionnels, quelquefois, ne retrouvent pas leurs petits. Moi, par exemple, je regardais le texte concernant les copropriétés de 2 copropriétaires cet après-midi. Oui. Dans notre émission, nous avons eu d'ailleurs, avec les collègues, une conversation à ce sujet. D'accord. Je reconnais que j'ai trouvé ça encore plus compliqué que dans un système où il y a une même copropriété. Bon, je suis quand même quelqu'un qui se connaît un peu dans la matière. Mais je trouve cette matière compliquée et difficile. Compliquée, donc. Alors, imaginons, j'aurais du mal à imaginer, voilà, des copropriétaires gérer une copropriété, même une petite copropriété. Voilà. Oui, parce qu'au-delà de la connaissance juridique, pour pouvoir le faire, parce qu'elle est indispensable, c'est aussi l'aspect psychologique. Lorsque je suis dans une petite copropriété, comme le dit à l'instant François Zelmax, c'est une copropriété qui est petite ou bien en nombre ou bien par son budget, c'est-à-dire que c'est pas plus de 5 lots et le budget c'est pas plus de 15 000 euros par an. Il y aura toujours des antagonismes. J'ai eu l'occasion d'assister à un copropriétaire dans une petite copropriété de 6 lots. Oui. Et puis il y avait un des copropriétaires, qui était le promoteur d'ailleurs de l'opération, qui ne me payait pas ses charges. Donc il a fallu qu'on aille au tribunal, je l'ai accompagné d'ailleurs au tribunal judiciaire ce jour-là. Mais depuis, il est devenu l'ennemi de celui qui a créé l'immeuble. Il n'y a pas l'anonymat, voilà, c'est ça, il n'y a pas l'anonymat. Donc c'est alors difficile par la technicité, je veux dire, par la connaissance du droit, mais c'était aussi difficile par le rapport entre les gens. Ce sont des copropriétés, si vous avez un voisinage d'enfer, il n'y a pas moyen de résoudre des choses autrement que de prendre sa valise et puis de s'en aller ailleurs. Voilà. Donc vous avez fait référence effectivement aux petites copropriétés. Donc, effectivement, depuis l'ordonnance, une ordonnance 2019. de 2019, il venait effectivement apporter un régime spécifique pour les petites copropriétés. Est-ce que vous pouvez me dire en fait quels sont les dispositifs, quelles nouveautés ce dispositif apporte pour ce type de copropriété-là en fait?
monsieur Par exemple, le conseil syndical n'est pas obligatoire. D'accord. Donc le conseil syndical n'est pas obligatoire. Au niveau de la comptabilité, normalement on a une comptabilité en partie double. D'accord. Là aussi il n'y a pas de. C'est simplifié. C'est beaucoup plus simplifié. Et puis les consultations et les assemblées générales aussi peuvent être simplifiées concernant un certain nombre de décisions qu'on a à prendre. On peut le faire soit par le voie d'une consultation écrite ou par le biais quelquefois des réunions, d'accord, pour des choses assez simples liées à des interventions entre deux assemblées générales. D'accord. Alors, même M. Franzetti, à l'instant, nous a fait part du fait que le conseil syndical est un organe de contrôle. Oui. Or là, dans une petite copropriété, on supprime cet organe de contrôle-là. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Le législateur a considéré que ce n'était pas obligatoire, mais ça n'est pas obligatoire. On en discutait cet après-midi avec François Zelmac, mais le conseil syndical, c'est une nécessité, puisque c'est un organe qui contrôle le syndic, c'est-à-dire que contrôler, ça ne veut pas dire d'aller chez le syndic et de se permettre de faire n'importe quoi, mais c'est de dire aux copropriétaires, nous avons examiné les comptes, vous pouvez les approuver, les décisions que vous avez prises en assemblée générale sont bien exécutées par le syndic ou ne le sont pas. Donc ça peut être un élément, parce que tout le monde ne peut pas être, tout le monde ne peut pas être disponible pour être présent à tout moment dans le contrôle de la copropriété. Et puis il faut qu'il assiste le syndic de copropriété, c'est-à-dire qu'il pourra lui signaler ce qui ne va pas dans la copropriété. Le syndic n'est pas un gardien d'immeuble, il n'est pas présent tous les jours sur la copropriété. S'il y a par exemple des ampoules qui ne fonctionnent pas dans les parties communes, il y aura le conseil syndical sera là, un membre du conseil syndical sera là pour lui dire, bon écoutez, nous vous signalons qu'il y a un problème dans les parties communes, un problème d'éclairage dans les parties communes. Donc le conseil syndical, même si le texte ne le prévoit pas, mais si le législateur dit que ce n'est pas obligatoire, ça demeure une recommandation, même si je suis sur une copropriété de 5 lots. Ça me paraît pour mettre un petit bémol à ça, c'est que pourquoi il n'est pas forcément obligatoire, parce qu'on se dit 5 lots ou 6 lots, déjà dans une copropriété parfois de 50 lots, on a du mal à trouver des candidats. C'est un fait. Parfois, on a du mal à trouver des candidats déjà. Donc, voir dans une copropriété de 5 à 10 lots, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que le législateur a institué le fait de la non-obligation d'instituer un conseil syndical ou pas. D'accord. C'est en partie pour ça. Mais et effectivement, il serait souhaitable d'avoir un conseil syndical. Mais bon. D'autant plus que maintenant, les réalités économiques font que moins il y a de copropriétaires, plus on a des provisions sur charge à régler, et les copropriétaires seront de plus en plus vigilants compte tenu des dépenses que l'on peut avoir sur la copropriété et dans cette assistance que l'on peut avoir aussi au niveau du syndic. Donc plus ils participeront avec cet organe de contrôle et d'assistance, plus ils peuvent limiter des fois certains frais. Voilà, et c'est pour ça que l'on se retrouve maintenant. On voit aussi de temps en temps la tendance qui est la suivante, à avoir sur certaines petites copropriétés. J'en connais la mienne, où on voit quand même 3 ou 4 membres. Là, on ne voyait pas des gens du conseil syndical venir. Maintenant, les gens viennent pour pouvoir effectivement avoir cet œil sur la gestion. Il faut dire aussi que les jeunes générations s'impliquent dans les conseils syndicaux. Ça, ils tiennent à voir ce qui se passe et ils n'acceptent pas que les choses se fassent n'importe comment. Mais une remarque importante, le conseil syndical peut se faire assister de tout technicien de son choix, que ce soit d'un juriste, que ce soit d'un expert comptable, et c'est la copropriété qui va payer la facture. Donc, il ne faut pas que les conseillers syndicaux hésitent à dire, nous ne savons pas, mais comme disait François Macalexon, mon collègue, nous ne savons pas, mais nous pouvons très bien demander à un spécialiste de nous accompagner sur une affaire comme ça, sachant que la facture sera payée par l'ensemble des copropriétaires. D'accord. Alors, je l'ai dit aussi, préciser aussi qu'il y a un point important aussi pour ce qui concerne les conseils syndicaux, c'est que les petites copropriétés en général, ils sont syndics non professionnels ou ils sont syndicats coopératifs. C'est quoi un syndicat coopératif? Justement, pour être un syndicat coopératif, c'est un syndic qui va gérer la copropriété comme un syndic professionnel, sauf qu'ils sont plusieurs. C'est un copropriétaire. Tu as dit c'est un copropriétaire. J'ai dit quoi? Tu as dit c'est un syndic. Ah oui, c'est un copropriétaire qui va gérer la copropriété comme un syndic, mais il n'est pas seul, ils sont plusieurs.
Au contraire du syndic non professionnel, je dis bien non professionnel, pas bénévole, parce que le syndic non professionnel, maintenant, il est rémunéré. Donc, bénévole, ce n'est pas pour moi le terme exact. Le terme exact, d'accord. Donc, au contraire, le syndic non professionnel qui est copropriétaire, mais qui est seul, le syndicat coopératif, ils seront plusieurs. Ils font partie du conseil syndical. D'accord. Donc, c'est là où ça pose un problème. Donc, le législateur a adapté cette petite, comment je peux dire ça, subtilité, et a prévu que le conseil syndical, mais quand il n'y a pas de conseil syndical dans une petite copropriété, c'est un copropriétaire qui va nommer un président du syndicat coopératif. D'accord. Donc ça a été réglé à ce niveau-là. Et le syndicat coopératif peut également se faire accompagner. Accompagner, assister également. Et le syndic bénévole, entre guillemets, également peut aussi se faire accompagner dans le cadre de sa mission. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Entendu. Et souvent, j'entends dire petite copropriété, petite charge, mais gros risque. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cet adage? Alors, gros risque parce que c'est simple. Déjà, sur une grande copropriété, quand vous êtes à 50, il y en a deux qui payent pas, c'est tangent. Quand vous êtes sur une copropriété, vous êtes 10, il y en a deux qui payent pas, faites vite le calcul, proportionnellement, vous êtes quasiment en danger. Donc, c'est la réactivité du syndic non professionnel ou du syndic qui vont pouvoir très rapidement permettre aux uns et aux autres de sauvegarder les qualités financières de la copropriété. C'est ce vers quoi on a tendance à attendre. D'accord. Et un autre point, vous l'avez évoqué rapidement, mais j'aimerais que vous rentrez plus en détail dans ce dispositif, le dispositif de la consultation. Vous avez effectivement évoqué le fait que en matière de petite copropriété, aujourd'hui, il y a la possibilité de ne plus de prendre des décisions en assemblée générale, ce qui est obligatoire normalement sur les copropriétés classiques, normales. Classiques, et la qui ne sont pas petites les autres, voilà. Oui. Et aujourd'hui, la possibilité de mettre en place une consultation. C'est quoi une consultation? Quel est le formalisme? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Voilà. Alors c'est une manière de prendre une décision sans convoquer une assemblée générale et sans tenir une assemblée générale en fait. D'accord. Quand on entre dans ce processus de petite copropriété. Parce que convoquer une assemblée générale, c'est lourd, complexe. C'est complexe parce qu'il faut envoyer une convocation avec un ordre du jour, avec des projets de résolution, avec quelquefois des documents annexes, et puis il faut attendre le délai de 21 jours entre l'expédition de la réception de la convocation par le copropriétaire et puis la tenue de l'assemblée générale. Donc ce qui est un dispositif quand même assez lourd, on va dire. Mais pour revenir à la question que vous posiez, à savoir que vous me parliez de consultation et savoir voilà est-ce que comment mettre en place la consultation et l'intérêt de la même pour les petites copropriétés classiques telles que je viens de la décrire, elle continue à exister pour approuver les comptes et pour voter le budget prévisionnel. Là, il n'est pas question de dire qu'on va faire une consultation écrite. On passe par l'Assemblée générale avec tout le formalisme que cela implique. D'accord ? Mais en dehors de l'Assemblée générale, avec tout le pour l'approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel, les copropriétaires peuvent, sous consultation écrite, prendre des décisions. D'accord. Alors, la consultation écrite peut être à l'initiative du syndic de copropriété lui-même. D'accord. Ou bien elle peut être la demande d'un copropriétaire. Donc, si elle est à la demande d'un copropriétaire, on va attendre le délai de 21 jours pour tenir cette assemblée, pour avoir cette consultation. C'est-à-dire que le syndic va vous dire, voici, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est ce que nous disions tout à l'heure avec François Zelmac, c'est plutôt un petit peu le vote par correspondance. Le vote par correspondance, d'accord. Vous avez des questions qui vous sont posées, vous répondez par où vous êtes pour, vous êtes contre, ou vous vous abstenez, tout simplement dans la consultation écrite. Mais il faut reconnaître, François Zelmac nous en parle cet après-midi. Je dis souvent François Zelmac parce qu'on a eu un débat complexe sur la lecture du texte lui-même. Nous n'étions pas d'accord. D'accord. Ça, c'est, je veux dire, mettons ça entre parenthèses. Oui. Mais ces décisions qui sont prises par consultation écrite doivent être prises à l'unanimité de tous les copropriétaires. C'est ça. Donc, le législateur, par une espèce d'hypocrisie, a dit bon. On se débarrasse de l'Assemblée générale, on ne va pas faire trop complexe, mais en même temps on dit qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Attendez, tout le monde n'est pas forcément d'accord, il y a au moins peut-être un absent, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui dit bon, vous allez voter le ravalement, mais moi j'ai pas de sous, je vote contre. Et même quand, un instant, même quand tout le monde est d'accord, celui qui a voté pour, on est 4, on a voté pour, c'est peut-être pas forcément le même degré d'information que les autres.
Donc, j'ai voté pour, certes, mais après, je constate que je n'avais pas toutes les informations. Donc, je peux aussi contester cette décision-là. Donc, voilà même en votant pour. Hein. Donc, parce que le formalisme est moins important. Donc, effectivement, oui, parce que les pièces qui vous sont fournies ne respectent pas. Voilà. Donc, il n'y a pas seulement les pièces, mais il n'y a pas l'échange qu'on a en Assemblée générale. Il n'y a pas d'échange. Parce que dans une réunion, vous avez quelqu'un qui peut-être a une connaissance un peu plus pointue que vous sur un domaine, qui est capable de lire un marché et vous dire que ce n'est pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Tandis que là, il n'y a pas l'Assemblée générale. Donc, on prend les décisions par consultation écrite, ou alors on peut faire une réunion aussi pour les petites copropriétés de Saint-Cloud, ou alors lorsque le budget prévisionnel sur les 3 années consécutives n'est pas supérieur à 15 000 euros, on peut se réunir. On peut se réunir et alors on est en présentiel. Le copropriétaire est présent physiquement, ou bien il est présent par visioconférence ou par audioconférence. Donc c'est possible alors de prendre une décision par visioconférence. Par visioconférence, on se voit, donc on l'entend. D'accord. Par audioconférence, on le voit pas, mais on l'entend. Tout le problème, c'est celui de savoir, est-ce qu'on peut authentifier sa voix, est-ce que c'est bien lui? Parce qu'on ne le voit pas. Justement, c'est pour vérifier tout ça. La contrainte, c'est de confirmer sous 48 heures, uniquement quand on est par visioconférence. Visioconférence, confirmer sous 48 heures par écrit. La décision il y a quand même une preuve que la décision a été prise. Oui, c'est-à-dire que la décision n'est pas valable tant que le copropriétaire en question qui a voté par visio ou par audio n'envoie pas un courrier au syndic pour dire « je confirme mon vote ». Et ce qui veut dire que dans ce laps de 48 heures, il peut changer de décision aussi également. Si je vous dis oui et que sur le jour d'après, je ne confirme pas, voilà, je dis je vote non, voilà. Je change ma décision et j'envoie ma confirmation sur 48 heures. Et j'ai une question. Est-ce que des copropriétaires, par exemple, pourraient décider, parce que vous m'avez quand même parlé de système qui pourrait, dans certaines copropriétés, être jugé un peu à risque par les copropriétaires, ils pourraient, par exemple, mettre, je sais pas moi, une clause au niveau du règlement de copropriété interdisant cette possibilité d'ordre public ou tout le monde, voilà. D'accord. La réponse est non, parce que vous savez que le texte lui-même dit quels sont les articles qui sont d'ordre public. C'est l'article 43 qui me dit. Est-ce que vous pouvez rappeler l'ordre public? C'est vrai qu'on a. L'ordre public, ça veut dire qu'on peut pas dire le contraire de ce que dit le texte. D'accord. Donc une assemblée générale ou alors un règlement de copropriété qui est un contrat ne peut pas dire le contraire de ce que dit le texte. D'accord, entendu. Donc le texte, on est sous des textes, ils vont de 41,8 à 41,23. 41,23, voilà. D'accord. Oui, en mettant les copropriétés de 2. Oui, en mettant. C'est vrai. Ouais. D'accord. Vous me pardonnez, ces discussions très techniques, mais nous en avons parlé cet après-midi. D'accord. Donc, lorsque l'article 43 dit que tout ce qui est 6 à 37, 41 et 42 et 46 sont d'ordre public, on ne peut pas mettre dans le règlement de copropriété qu'on ne fera pas d'assemblée générale par consultation écrite. D'accord. Parce que c'est obligatoire, parce que c'est d'ordre public, tout simplement. D'accord. La question qui peut se poser, c'est, concernant l'obligation, c'est est-ce que je suis obligé de respecter le texte? C'est-à-dire, est-ce que, comment je peux dire ça? Je gère ma copropriété sur le régime, entre guillemets, classique. D'accord? Est-ce que je suis obligé par rapport au texte de 2019, de respecter le texte? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et là, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut rester sur le régime classique. En tout cas, on ne peut pas enlever la possibilité à l'un des copropriétaires d'initier une consultation. Oui, de demander une consultation. Voilà, on peut pas lui enlever des dispositifs. Voilà, c'est un droit qui lui est reconnu, on ne peut pas le lui enlever. D'accord. Après, dans son organisation, effectivement, le syndic, je comprends amplement, peut effectivement décider de ne pas passer par ce procédé-là. Voilà, c'est ça, exactement. Pour faire il peut faire 3 AG, 4 AG dans l'année sans problème, sans vouloir faire de consultation, s'il n'y a pas eu de demande. Donc, vous avez également dit que ce texte s'appliquait à la fois effectivement aux copropriétés de moins de 5 lots et dont le budget annuel... Pardon. D'accord, donc c'est quoi? C'est des règles qui sont cumulatives? Il faut les deux conditions ou c'est l'une ou l'autre des conditions? Non, c'est l'une ou l'autre, c'est un critère alternatif. Alternatif, d'accord. Il faut que les copropriétés soient au maximum à 5 lots. D'accord. Donc 5, 4, 3, 2, pardon. Ou propriété qui a une moyenne de budget inférieur à 15 000 euros sur 3 ans. D'accord. En fait, ça concerne pratiquement... Donc, ça peut concerner... pratiquement toutes les copropriétés. Enfin, je ne vais pas dire toutes les copropriétés, mais quand même la majorité des copropriétés qu'on a ici aujourd'hui. Statistiquement parlant, on dit que... je parle de manière nationale, au niveau national, en comptant les DOM et la France métropolitaine.
54% des copropriétés ont moins de 5 lots. D'accord. Et 70% ont entre 5 et 10 lots. Donc, D'accord. regardez le chiffre que ça représente. Les 2 tiers, pratiquement, de toutes les copropriétés. Donc, L'ensemble de toutes les propriétés. Donc, c'est un régime dérogatoire, mais qui s'applique à la majorité. C'est ça. C'est assez Exactement. paradoxal. Le principe, c'est ça, quoi. Et après, Il était temps de l'instituer. Voilà. Oui, parce qu'il était temps de l'instituer, parce que au niveau des Antilles, par exemple, nous serons de plein fouet touchés par ce régime. Pourquoi ? D'accord. On construit une villa, on a des enfants, haut et bas, peut-être avec un sous-sol, et puis on divise cette villa pour permettre à chacun de ces enfants d'avoir un lot. Ouais, c'est ça. On crée ce type de copropriété, on a ce type de régime. Petite copropriété, voilà. exactement. C'est ça. Et pour éviter d'avoir... Parce que il faut que les gens le comprennent bien, ça va impliquer un certain nombre de conséquences. Notamment, je donne un simple, c'est des assurances. Vous avez une assurance pour le bâtiment qui n'est plus une assurance de propriétaire. Vous avez une assurance de propriétaire non occupant, par exemple, et chacun des lots, lui, est assuré par son copropriétaire. Là, on change totalement les régimes et il faut que l'on puisse en tenir compte. D'accord. C'est une évolution que l'on aura de plus en plus. Ces villas, le patrimoine chez nous évolue et il évoluera aussi, tendra de plus en plus aussi à être happé par ce régime. Donc c'est vrai qu'effectivement, souvent, on constate qu'il y a cette configuration, un parent qui laisse son enfant construire en dessous, on fait une donation. Pour faire ce type de donation-là, du bas, il faut effectivement créer une copropriété. Ouais. Créer la copropriété fait qu'on doit respecter les règles de la copropriété, et notamment, il faut établir un syndic de copropriété, ça vous m'aviez expliqué. Il faut désigner un syndic. Avant tout ça, quand on fait une mise en copropriété, il y a plein de choses à faire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la procédure à suivre pour la mise en copropriété ? Par exemple, vous avez la mise en copropriété, vous devez déjà, il faut que le bâtiment il soit en bon état déjà pour faire la mise en copropriété. Ce qui veut dire qu'on doit établir un diagnostic. On appelle un diagnostic technique global. Entendu. Enfin, je parle de mise en copropriété pour les plus de 10 ans, de plus de 10 ans. D'accord. Les immeubles de plus de 10 ans. D'accord. Il faut établir un état descriptif de division, par exemple. C'est-à-dire, pour prévoir on a dit que la copropriété est divisée par lot, partie privative, quote-part de partie commune. Il faudra prévoir aussi des millièmes pour ces lots-là. D'accord. Et là, établir un état descriptif de division, ce qu'on appelle communément EDD. D'accord. Donc, c'est important. Oui. Donc, après cela, on pourra établir faire la mise en copropriété et effectivement faire nommer un syndic à ce moment-là. D'accord. Entendu. Ça, je schématise un petit peu, je ne rentre pas dans les détails, je schématise pour ne pas être trop technique non plus. Il y a quelque chose à ajouter Non, il y a l'établissement du règlement de copropriété. Ah oui, l'établissement du règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, effectivement, qui sera établi par le notaire. C'est ça. D'accord. L'état descriptif de division peut être fait par François Zelbach, par un expert immobilier, D'accord. par un géomètre expert, mais le règlement, c'est obligatoirement fait par le notaire lui-même, tout simplement parce qu'il doit être publié. Le publié, c'est pour ça. D'accord. Mais les millièmes, ça emporte quoi ? Parce qu'on parle de millièmes de copropriété, qu'est-ce que ça... Alors, c'est quoi la résultat ? Le terme générique, c'est tantième. Tantième, d'accord. Donc, ces tantièmes-là peuvent être exprimés en millième, ou en 10 millièmes, ou en 5000 millièmes, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des millièmes de voie, et puis il y a ce qu'on appelle des millièmes de charge. D'accord. Donc, quand on établit des millièmes, c'est avec l'état descriptif de division, qui peut être fait par comme François. C'est juste pour vous dire, voici le nombre de voix avec lesquelles vous allez voter en Assemblée générale. Par exemple, dans une Assemblée générale, il y a 10 000 voix, qui représentent l'ensemble des copropriétaires. Et si je suis propriétaire d'un lot, je peux avoir, par exemple, 2 000 voix. Donc, quand on va voter, on va prendre en compte, si je vote pour, on va prendre en compte pour 2 000 voix en ce qui me concerne. Avec mes voix, avec d'autres, on va peut-être déterminer une majorité. Donc, les millièmes, ça sert à déterminer le nombre de voix avec lequel je vais voter en Assemblée générale. D'accord ? Et puis ça sert aussi parce que la plupart des professionnels utilisent les mêmes techniques pour les millièmes de voix que pour les millièmes de charge. Ça sert à dire, voici mon quote-part de charge dans la dépense. Par exemple, il y a une dépense de 2 000 euros. Nous sommes 10 000 dans la copropriété, 10 000 millièmes, je parle des millièmes. On va diviser les 1000 par 10 000 et on va multiplier par 1 2000 pour avoir ma quote-part annuelle dans la dépense. Donc ça sert à déterminer ma quote-part dans la dépense. D'accord, entendu. C'est extrêmement important. D'accord, donc vous avez parlé effectivement que ça se donne des droits au vote. Et souvent en copropriété, il y a un point également que les copropriétaires ont du mal à appréhender,
c'est les règles de majorité. Il y a plusieurs majorités, ça semble très complexe. À mon avis. Et on verra par la suite, effectivement. Et on verra par la suite qu'effectivement, il y a des dispositions relatives aux majorités dans le texte qu'on est en train d'étudier aujourd'hui avec les téléspectateurs de Zouk TV. N'hésitez pas à nous appeler au 71 27 07, 71 27 07. Vous avez des questions liées à l'immobilier. Vous avez la chance d'avoir sur le plateau des experts de la copropriété. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc, je vous disais, entre vous pourrait nous expliquer les différentes majorités qui existent en matière de copropriété? On parle du régime général. Alors, il y a la majorité simple. D'accord. Majorité de l'article 24, c'est-à-dire que quand vous êtes en assemblée générale, par exemple, ici, nous sommes 4. Oui. Il y a un vote à la majorité de l'article 24, donc ça peut être, par exemple, l'approbation du budget prévisionnel. D'accord. D'accord. Nous tous pouvons voter. Oui. Et la majorité qui s'en dégage fera emporter la décision. D'accord. Nous avons la majorité de l'article 25, qui est la majorité absolue. Donc, c'est la majorité des voix du syndicat. Donc, si notre syndicat, à nous étions composés de... nous avions 1000 tantièmes. D'accord. La majorité absolue, ce serait 501 voix. D'accord. D'accord ? 501 voix pour qu'on puisse mettre en place les choses. Alors, le législateur a prévu aussi une majorité de l'article 26. C'est une majorité un peu plus compliquée à acquérir. Alors, c'est 2/3. Alors, c'est la moitié. C'est une double majorité. Alors, c'est une double majorité. Il faut que la moitié des propriétaires plus un et les 2/3 des voix. D'accord. Et il a prévu aussi des passerelles. Entendu. Des passerelles pour pouvoir permettre d'éviter de reconvoquer des assemblées générales. Donc, il a prévu une majorité pour l'article 25.1. D'accord. 25, donc c'est l'article 25.1. La majorité de l'article 26 aussi. Et il a prévu aussi une majorité que l'on utilise un peu moins, c'est la majorité, je crois, de l'article 32.1. Il faudrait que je vérifie. C'est une véritable usine à gaz. Moi, je partage l'avis de monsieur étifié. C'est bien ce que j'ai dit. Parce que, oui. Parce que pour résumer, lorsque vous êtes par exemple dans une association ou bien dans une société, vous allez prendre des décisions courantes à une majorité des personnes présentes et représentées. Et puis si vous voulez prendre des décisions plus importantes, vous allez faire une assemblée générale extraordinaire. Mais en copropriété, ça n'existe pas. Toutes les assemblées sont ordinaires. Et ce sont les règles de majorité qui changent en fonction des décisions qu'on va prendre. Lorsqu'il s'agit de décisions simples concernant l'administration de la copropriété, ce sera la majorité des personnes présentes et représentées ou bien qui votent par correspondance. Et on enlève les abstentionnistes. Déjà, ce calcul est déjà assez complexe à mon point de vue. Oui, d'accord. Mais lorsqu'on va un peu plus loin, on veut prendre des décisions, par exemple, on veut autoriser le syndicat poursuivre en justice. Non, c'est 24. Non, c'est justice. Je cherche... Esther en justice. 25, désignation du syndic, par exemple. Là, désigner un syndic ou désigner les membres du conseil syndical, c'est une décision déjà un peu plus importante. On va prendre ce qu'on appelle la majorité absolue, c'est-à-dire la majorité des voix de toutes les personnes qui composent la copropriété par les personnes présentes seulement, et une majorité absolue, c'est-à-dire la majorité plus une voix. Et si d'aventure on n'a pas cette majorité-là, on va aller sur la passerelle. Ce que disait lui Léopold, c'est 25-1, enfin bref, peu importe. Tout ça pour retenir ce que je disais, il y a 6 majorités dans une copropriété. Il y a celle de l'article 24, il y a celle de l'article 25, il y a celle de l'article 25.1, il y a celle de l'article 26, il y a celle de l'article 26.1, et puis il y a l'unanimité. Comment voulez-vous qu'on se retrouve, franchement? C'est assez complexe. Après, on a un exemple. On a une petite copropriété, moins de 5 lots, j'ai un ravalement de façade. Qu'est-ce qui serait plus intéressant, qu'est-ce qui est plus opportun de faire? De passer par le biais d'une consultation et chercher l'unanimité selon vous, ou bien passer, certes, faire une assemblée générale, certes qui a effectivement un formalisme plus important, mais qui pourrait peut-être permettre justement d'avoir... Moi, je passerais par une assemblée générale. D'accord. Le ravalement, c'est l'article 24. Oui. Donc, pas besoin de l'unanimité de tous les copropriétaires. Donc, il suffit que d'une ou deux personnes votent et des personnes représentées,
et la décision a passé. D'accord. Alors que l'unanimité, c'est pas sûr qu'on l'ait. S'il y a un absent, on sait pas où il est, donc voilà. Donc moi, je passerai, même s'il y a une convocation à faire, même s'il y a des annexes à rajouter, c'est pas grave, je préfère passer par là. En plus, le vote le ravalement, c'est quand même assez important pour la résidence. Parce que le ravalement, ce qui dit ravalement dit refaire l'ensemble du bâtiment, pas forcément peinture, ça peut être aussi des travaux de réhabilitation, d'étanchéité de la façade. Donc c'est des travaux assez importants, avec plusieurs devis, des marchés à conclure. Oui. Donc c'est pour moi ça c'est important. Donc en agir, je pense que ce serait mieux de voter ce type de travaux-là en Assemblée générale. Il faut qu'on profite de cette émission encore pour chasser l'idée reçue que la notion de quorum existe en copropriété. N'existe pas en copropriété parce que c'est un lapsus révélateur. Je l'entends tellement et puis je crois que je suis assommé par le fait que je l'entende tellement. Expliquez-nous un peu la notion. C'est quoi la notion de quorum? C'est celle que l'on utilise en association, c'est-à-dire que si après 1 heure l'ensemble des participants n'est pas présent, on délibérera quel que soit le nombre de présents. D'accord. Pour certaines décisions en assemblée générale pour la copropriété, c'est pas possible. On a mis en place des règles de majorité justement et ces garde-fous pour éviter de tomber justement dans ce piège. Alors D'accord. je donne un exemple. On voudrait vendre une partie commune. On serait dans le quorum une heure après. On est 2. 1 heure après, par exemple, on décide de vendre le restaurant. Si on était dans un ancien hôtel qui était partie commune, on décide de le vendre. Alors peut-être que les copropriétaires n'avaient pas cette envie-là. Non, c'est pas possible chez nous. Il y a des règles de majorité. Et trop souvent, on voit que les règles de majorité qui doivent être requises ne sont pas celles qui sont indiquées. Entendu. Donc, ce que je vous propose, qu'on fasse une petite pause et on revient tout de suite après une pause musicale. On nous a envoyé. Et Kanga. Monarchie décapitée, français fait révolution, égalité, fraternité, c'est encore pour liberté qui soufflait depuis la France, nos mecs ont de révolter, matcher l'histoire comme une potence. Non, c'était un affranchi qui était nettoyé l'éligibilité. Mais yo exproprié de la pirogue pour colon la série acheter. C'est pour qu'attraper gros la jeb aspect d'habitation. Ça cabaye un budget. C'est complot nec, c'est complot chien. M'en péché, c'est vieux chemin. Salomon la boule qui même c'était y'en a franchi. Quitter yon bourgontance, cacabre chouval. Mais là c'est passé, il faut ça pour arrogance. Monsieur le fait fâché, net la poubelle respect. Et tu m'as des pour faire gel, mais c'est le lendemain. Mec la pris en cartel, mais y'a pas bon coup. Même la pas pour ça fait, je t'en moitié la boule. À d'un petit moment, tout le monde a monté la j'ai la boule. C'est le bois à lui mettre qu'à monter pour lui mettre du feu. Conscience, ça fait longtemps, c'est gros condamné qu'à franchir même. Doigt pour yon côté. Conscience, ça fait longtemps, c'est gros combat qu'un nègre esclave même. On va liberté. Tension électorale, système esclavagiste. Colon avec blanc local, Tchebenek dans l'injustice. C'est une belle inspiration. Monarchie décapitée, français fait révolution. Égalité, fraternité. Affranchis, mais tes conditions, c'est toi, c'est fait que t'es qu'à réclamer. Quand t'as
ces esclaves là, c'est des 3 jours pour y te commenter. Mais quand on mettait volonté pour empêcher tes nègres trapper satisfaction, ça qui rêvait de liberté, ou est-ce rêve yo chaviré? C'est pendant que tout le monde l'a fait spinner au bout contence. Casé qu'un lacet, nec fait résistance. Pendant qu'on l'occupe pas tes l'église qui a couru tout partout. Nec si mes poisons, brûle les plantations. Quand l'envie semble couler avec bâton pour nec lever. Quand j'y vivais, j'y me liberté. Mon gars pour monter au mari quand t'es mobilisé. Rose-moi et puis génial, c'est eux qui te camènent. Mené pour aller l'idée, pour faible changer l'idée. Conscience, ça fait longtemps c'est grand combat, nèg a franchi mené. Doit pour yo voter. Conscience, ça fait longtemps c'est grand combat, que nèg esclave mené. On va liberté. Commandant des sabbés, semblez tous les colons. Bitation Bonafont, c'est là il serait tout blanc. Monsieur l'abbé Jacques, lui-même tenait physique, si j'en ai nec pète foi. Les vaisseaux vont mater en tout soldat débattu. C'est le gars pompé, la tise en matière. Je prends mes services avant de le budget monter. Pas pour la blanc, mais t'es pas l'envie. Ça fait quand c'est l'histoire des nègres yo tués. Oui, fait juste tomber, oui, l'on ville tomber. Ça fait quand c'est l'histoire des nègres yo rayés. Faites travaux passés, nègres yo condamnés. Nègres yo condamnés. Nègres yo condamnés. Conscience, ça fait grand temps, c'est grand combat, que nègres esclaves mené. On va liberté. Déshabillé dans l'affaire Bicêtre 1823. Chef la milice, ça fait Contence 1833. C'était premier mai Contence 1837. Il m'a brûlé ses pieds 22 mai 1848. Chute à la, n'est pas ton décret. Nous voilà de retour. Alors, en attendant les experts, ils vous appellent au 71 27 07. Je vous propose un entretien entre monsieur Franz Étifier et monsieur Jean-Émile Saint-Fort, directeur du CNAM Martinique, également maître de conférence en statistiques mathématiques. Un entretien offert par la Maison de l'expertise 28 rue Blanquet à Fort-de-France. Jean-Émile Saint-Fort, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous parce que sur ce plateau, vous avez des diplômés du Conservatoire national des arts et métiers. Tous les experts qui sont là sont tous diplômés du Conservatoire national des arts et métiers. Parfait. Et ce serait intéressant que vous nous donniez quelques éléments concernant ce fameux Conservatoire national des arts et métiers. Ah, d'accord. Le Conservatoire national des arts et métiers, autrement dit le CNAM, c'est un établissement public d'enseignement supérieur et de formation professionnelle qui existe depuis pas mal de temps, qui a été créé par l'abbé Grégoire en 1794. Ça fait un bail. Oui. Au sortir de la guerre, justement, qui voulait que la France se réindustrialise et former des ingénieurs. Et donc, le CNAM avait été créé à cette époque-là. Et le CNAM continue. C'est un établissement public qu'on retrouve au 292 de la rue Saint-Martin à Paris. Et cet établissement fonctionne en réseau. C'est-à-dire que dans toutes les régions françaises, il y a ce qu'on appelle des centres CNAM en région. Et moi, je suis le directeur du centre CNAM Martinique. Mais vous retrouvez un centre CNAM en Guadeloupe, en Polynésie, Il n'y en a pas en Guyane. Alors, le centre CNAM Guyane est associé avec le conseil régional de la Guyane. Il y a des formations du CNAM en Guyane, oui. D'accord. Et ici en Martinique, qu'est-ce qu'on a comme formation Alors, en Martinique, c'est vrai que le centre CNAM en Martinique existe, lui, depuis 1977. C'est quand même pas...
si récent que ça. Et depuis 1977, sans discontinuer, le CNAM développe des formations, de la formation professionnelle en Martinique, dans des domaines comme le génie civil, la construction, dans des domaines comme la comptabilité, avec l'Institut du CNAM qui est l'INTEC, l'Institut national des techniques économiques et comptables, qui forme jusqu'à l'expertise comptable. Nous formons également à l'ICH, l'Institut des études juridiques et économiques de la construction et de l'habitat, qui traite de l'immobilier, votre sujet de spécialité en particulier. Et depuis le début de cette année, nous avons ouvert maintenant la licence gestion immobilière, c'est pour la formation des professionnels de l'immobilier au niveau de licence. Nous avons ouvert précisément la 3e année. D'accord. Donc, cette licence, elle est ouverte à des titulaires d'un BTS, par exemple des professions immobilières. Elle est ouverte aussi à des étudiants qui ont fait des formations en droit et en économie, puisque vous en êtes aperçu, les questions immobilières soulèvent aussi pas mal, très souvent, des problèmes juridiques, des aspects juridiques et aussi des aspects économiques. Donc, ce sont des formations qui reposent beaucoup sur ces deux aspects-là. Et puis, nous avons encore d'autres formations sur le commerce, le marketing, le génie civil, je l'ai cité. Nous avons aussi d'autres secteurs comme la gestion et le traitement des eaux en milieu tropical, que nous faisons en partenariat avec le lycée de Croix-Rivaille, le LECTA de Croix-Rivaille. Voilà. Donc, chaque année, nous développons pas mal de formations professionnelles. Et depuis 2019, par la voie de l'alternance et de l'apprentissage en particulier. C'est-à-dire que l'auditeur, l'élève, le formé, il a une alternance formation et entreprise. C'est le cas pour la licence gestion immobilière, où nous avons un groupe d'une 20aine cette année, qui sont une partie du temps en formation, une autre partie du temps en entreprise, essentiellement dans des agences immobilières. D'accord. Et la licence dure combien de temps sur... Nous avons prévu de la faire sur cette année, sur l'année... sur un an. D'accord. Très bien. Et elle donne droit au... On peut avoir la carte professionnelle, je crois, d'agent immobilier. Bien sûr. De syndic de copropriété, puis de gestionnaire de biens, avec cette licence-là. Oui. Très bien. Alors, Jean-Émile Saint-Fort, votre présence ici est très importante parce que il s'agissait effectivement de parler un peu du CNAM. Je rappelle que vous êtes quand même le directeur du CNAM Martinique. Mais vous avez quand même une annonce à nous faire concernant un séminaire, je crois. Tout à fait. Ouais. Justement, vous avez vu que l'actualité sur l'immobilier, elle est foisonnante là en ce moment. Ouais. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Donc, nous avons justement prévu de faire un séminaire ouvert au public, mais ouvert aussi aux professionnels de l'immobilier, bien entendu, mais c'est ouvert à quand même monsieur tout le monde, puisque on sait bien que tout le monde habite soit dans une petite copropriété, vous en parliez, ou dans une propriété, on va dire, de taille plus importante, ou etc. Et donc, tout le monde est concerné, les présidents de conseils syndicaux, les conseils syndicaux, etc. Parce qu'il y a une actualité qui a quand même évolué ces derniers temps. Donc, nous faisons ce séminaire le jeudi 27 avril. 27 avril, d'accord. Le jeudi 27 avril, sur le campus de Schellcher, à l'amphithéâtre France Fanon. D'accord. Le fameux amphithéâtre de la faculté de droit et d'économie de la Martinique. Donc, jeudi 27 avril à Schellcher. Invitation, accueil à partir de 17h30. 17h30, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, tout public. Tout public. Il n'y a pas de souci. Mais et essentiellement aussi des professionnels de l'immobilier, puisque à l'issue de cette conférence, on pourra remettre une attestation à ceux qui le souhaitent, notamment les professionnels, puisque, M. Etifier, vous le savez... ils sont assujettis à l'obligation de formation.
Exactement. Ouais, et il d'accord. y a un délai, il y a une durée de formation à faire valoir, je crois, toutes les 3 années. Ouais. Toutes les 3 années pour les professionnels de l'immobilier. D'accord. Donc, en tant que centre CNAM, nous pourrons délivrer des attestations, ce type D'accord. d'attestation. D'accord. De suivi de séminaire, en fait. Suivi de séminaire. Et c'est 2 heures, je 2 crois, heures. de formation validée. 2 heures de formation D'accord. validée. Je sais aussi que vous êtes en train de travailler sur des statistiques. Vous êtes statisticien. Je sais aussi que vous êtes en train de travailler sur l'évolution du marché, sur les prix du marché de l'immobilier à Martinique. Il y aura un compte rendu quand? Alors, c'est une promesse que j'avais faite, que je compte honorer, évidemment. Peut-être qu'à ce séminaire, j'aurai quelques éléments à apporter. D'accord. Et puis, on pourra voir plus profondément les choses. Mais c'est vrai que le marché de l'immobilier est en croissance. Hein. Les loyers augmentent, les prix à la vente, tant dans l'ancien que dans le neuf, c'est en croissance. Ouais. Les prix sont relativement élevés en Martinique. Hein. On pourra, je vais un petit peu faire la comparaison avec d'autres régions. On pourra voir ce qu'il en est exactement. Mais nous avons quand même un marché de l'immobilier où... Alors ça varie selon les communes. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a même des variations très importantes selon les communes. Bon, globalement, les communes du Sud, on sait que certaines communes du Sud, on voit une évolution à la hausse des prix de façon quand même relativement importante. Donc tout ça, on saura ça incessamment sous peu, Oui. c'est-à-dire pas le 27 avril, mais après le 27 avril. Vous allez... Alors, j'aurai peut-être quelques éléments. Quelques déjà, éléments le 27 avril. 27 avril. Voilà. En tout cas, on sera très heureux de terminer. D'accord. On sera très heureux de participer à ce séminaire. Hein. Merci beaucoup d'être venu. Je suis très content de vous avoir parmi nous. Et puis, j'espère que vous allez revenir sur ce plateau parce que pour parler cette fois-ci du marché de l'immobilier après que vous ayez terminé vos études. D'accord. Merci. Mais merci. Et puis, rendez-vous le 27 avril aux téléspectateurs de Zouk TV, fans d'immobilier qui sont impliqués sur toutes les questions liées à l'immobilier, puis à tous les professionnels qui nous suivent. On sera présent. Okay. Merci. On fait une coup de page. Mais c'est toi qui l'as. Tu me fais du mal, on se fait du mal, mais pourquoi être avec toi ou ne pas l'être, tu partages, je sais pas. Je regrette, je suis indécis face à la situation. La haine amicale ou notre relation. Réfléchissons, s'il te plaît. On est au fond du groupe, notre amour pas de l'aile, tu sais. Nos soucis me rendent ouf, baby. On est au fond du gouffre, notre amour bat de l'aile, tu le sais. Nos soucis me rendent ouf, baby. C'est flagrant dans mon cœur en voile.
Nous sommes de retour après cette interlude musicale. On va recommencer à parler de copropriété après cette interview très intéressante concernant la mise en place de ce séminaire. Voilà, merci. Donc, nous allons revenir aux copropriétés, aux petites copropriétés et aux dispositions. Alors, vous aviez effectivement évoqué la procédure de consultation. Ouais. On a bien compris qu'elle peut se faire effectivement par le biais d'une réunion, une visioconférence. On a évoqué effectivement la nécessité pour celui qui a pris la décision dans le cadre d'une visioconférence, mais de la faire connaître par voie écrite au syndic de copropriété. Mais est-ce qu'il y a un formalisme particulier ensuite? Est-ce qu'il y a un PV d'assemblée? Comment ça se passe par la suite? Bon, moi, ce que j'ai retenu, je dis ça sous contrôle de mes confrères, j'ai retenu que le procès verbal de l'Assemblée générale, lorsqu'il y a une consultation écrite, oui. il est signé par le syndic. Ça ne change rien par rapport à la règle normale. Mais j'ai retenu que je n'ai pas vu de président de séance et je n'ai pas vu de secrétaire de séance. Concernant ce procès verbal. Justement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est juste les signatures, c'est le syndic, comme tu viens de le dire, et les propriétaires présents. Qui signent aussi le procès verbal. Qui n'existe pas. Ouais, exactement. Le truc classique. Exactement. L'Assemblée générale classique. Donc ça, c'est particulier. Effectivement, c'est particulier. Et ce procès verbal, il est notifié dans le registre. Le registre. D'accord. D'accord, il est consigné, on va dire. Ouais. Avec aussi en annexe tous les votes par courrier, par SMS des autres copropriétaires, de tous les propriétaires. D'accord. Donc, effectivement, l'ordonnance, on a vu un certain nombre de dispositions relatives aux petites copropriétés, mais il y a un autre volet à cette ordonnance relative aux copropriété composée de 2 copropriétaires avec des dispositions particulières. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà pour quelles raisons le législateur a pris en considération cette configuration-là de copropriété présentant 2 copropriétaires? Oui, c'est-à-dire que le législateur a créé avec l'ordonnance de 2019 11 articles pour les copropriétés de 2 copropriétaires. C'est pas 2 lots, d'accord. C'est 2 copropriétaires. Même s'il y a un copropriétaire qui a plusieurs lots, peu importe, à partir du moment qu'ils sont 2, il a pris un certain nombre de dispositions parce que lorsqu'on a 2 copropriétaires, il y en aura forcément un qui sera majoritaire par rapport à l'autre. Forcément? Oui, parce que dans ce cas-là, celui qui est majoritaire, ses voix sont réduites à la même quantité des voix de l'autre. Par exemple, nous sommes 2 copropriétaires, Thierry-Louis Léopold avec moi, dans une copropriété. D'accord. Je dispose de 600 millième, par exemple, 600 voix sur 1000, et lui, il en a 400. En assemblée générale, je vais voter avec 400, c'est-à-dire mon nombre de voix sera réduit à son nombre de voix. C'est la règle. Là, on est le régime général, voilà, les copropriétés classiques. Là. Donc, dans la mesure où, lorsqu'on va se retrouver à égalité, ça va poser des problèmes, parce que lorsqu'il va dire oui, je vais dire non, ça ne va pas avancer. Donc, c'est pour ça que le législateur a pris des dispositions particulières. D'accord. Donc, effectivement, il y a une situation de blocage. C'est ça. Et mais quelles sont les dispositions qui sont mises en place justement pour pallier à ces difficultés qui pourraient intervenir? Alors, la disposition, c'est que celui qui est majoritaire, comme il a dit, M. Franzetifier, celui qui est majoritaire, il peut prendre des décisions. Il peut prendre des décisions sans passer par l'Assemblée générale. D'accord. Il peut prendre des décisions sans passer par l'Assemblée générale. Quand vous dites majoritaire, c'est-à-dire? Celui qui a le plus de voix, le plus de centièmes, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Il peut prendre tout type de décision Si on prend l'exemple de 600 et 400, celui qui a 600 centièmes, il pourra prendre toutes les décisions sans passer par l'Assemblée générale. Et sans que le propriétaire ait son mot à dire. Prendre la décision. Qu'on comprenne bien. Oui. Un copropriétaire qui détiendrait par exemple 2 tiers des voix de la copropriété. Oui. Il décide d'entamer des travaux de ravalement. On va rester sur le de ravalement. Je vous interromps. Bon, il y a 2 sortes. Il y a les 2 tiers, d'accord? Mais je parlais de la majorité de l'article 24. D'accord. Pour l'instant. Décision de la majorité de l'article 24. Vous pouvez reprendre l'article 24 pour qu'on comprenne. L'article 24, c'est la majorité simple. On dit tout souvent c'est la majorité simple. D'accord? C'est président représenté. Donc, les décisions de l'article 24, celui qui est majoritaire dans la copropriété de 2 propriétaires peut
il peut prendre ces décisions-là sans passer Quel par... type de décision? Donnez-moi des exemples de décisions. ravalement de qui sont façade, concrètes. par exemple. C'est article 24, Article 24, c'est un d'accord. ravalement de façade. Ça, c'est possible. Le budget, par exemple, c'est possible. Le budget, Donc, d'accord. il peut prendre la décision sans passer Seul, par... il vote le budget prévisionnel. Il peut le faire. Oui, parce qu'il a plus de la moitié des voix. D'accord. Donc il peut prendre les décisions de l'article 24, comme dirait François Zema, mais aussi il peut désigner le syndic. D'accord. C'est là qu'on passe. Voilà, mais là, le syndic, parce qu'il désigne le syndic, mais maintenant on parle des 2 tiers là, il pourra prendre les décisions à la majorité de l'article 25 par contre. La majorité simple. Alors, quels C'est sont ça- les c'est types ça la de- différence, quels sont c'est les ça. types de décisions qu'on peut prendre avec l'article 25 à ce moment-là, Ça effectivement? peut être Donc, on reprend. Le copropriétaire qui détient 2 tiers des voix peut prendre seul toutes les décisions de l'article 25. Pour le vent de la majorité de l'article 25. 25. Majorité de l'article 25. Ah, les 2 tiers, Les d'accord. 2 tiers. D'accord. 2 tiers. Et alors, des exemples La pose de caméra dans le hall d'entrée de l'immeuble, ça, c'est oui, des 25. travaux, ouais. C'est tout ce alors, qui est listé. le ravalement de façade, c'est 24, simple, et des caméras, ça serait 25. Ça, on n'a jamais Oui, parce que le ravalement de façade, c'est l'entretien. entretien. Sinon, Oui, c'est d'accord. pour éviter que le bien ne se dégrade. Même donc on si va ça faire coûte un très cher, ravalement. mais Voilà, ça coûte très d'accord. cher, mais c'est C'est l'entretien. le quand cas, même. ok, c'est le processus de l'entretien, quand l'entretien, même. là, C'est c'est ça. très courant de l'immeuble en C'est réalité, ça. d'accord. On a entendu, oui. Donc 25, il y a des caméras, quoi d'autre pour ça peut-être plus classique. La pose de compteur divisionnaire. C'est ça, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça Parce aussi. que la liste est énoncée dans Dans l'article 25. Dans l'article l'article 25, 25, d'accord, entendu. Je comprends votre étonnement Oui. pour le fait que vous soyez étonné qu'un copropriétaire peut prendre une décision tout seul, par contre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il prend la décision seul, il ne faut pas oublier que celui qui a le plus de centièmes, D'accord. donc c'est lui qui va aussi payer beaucoup plus. C'est important de dire ça. Il va payer beaucoup plus. D'accord. Donc en quelque sorte, le législateur a voulu aussi le protéger, entre guillemets. Quoi. C'est ça, favoriser, le favoriser un d'accord. petit peu. C'est ça. Entendu. Alors nous avons une question d'un téléspectateur. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bon, On ben, continue. visiblement, On voilà, continue. on va continuer. Donc d'accord. Donc il peut, comme on a dit, effectivement, il peut prendre ce type de décision-là seul. Bien entendu. Quelle autre disposition est prévue pour... Alors le syndic, dans les copropriétés de 2 copropriétaires, le syndic peut se faire substituer, ce qui n'est pas C'est ça. possible dans une copropriété classique. Allô Le, le syndic n'a pas le droit de se faire substituer. Allô Oui, là, Tandis que j'entends, dans une j'entends. copropriété Me de semble. 2 copropriétaires, il peut se faire substituer par un J'entends. tiers avec l'accord du deuxième copropriétaire. Deuxième copropriétaire. Quand je dis se faire substituer, Voilà, c'est ça. c'est-à-dire Précis. qu'il peut désigner quelqu'un d'autre à sa place pour gérer la copropriété. On appelle l'exemple du ravalement. D'accord, En oui. général, il se fait substituer pour un domaine précis. Le ravalement, c'est quand même, même si l'article 24, mais c'est quand même une grosse décision pour le ravalement. C'est Ouais. tout le bâtiment. Donc, il y aura le marché, il y aura les marchés à signer, il y aura des entreprises à solliciter, à consulter. d'accord, oui. Donc, le syndic qui est peut-être non professionnel peut se faire, ils sont deux en général, il peut se faire substituer par un syndic professionnel pour pouvoir justement établir ces marchés-là et les consulter D'accord. dans un domaine bien précis. Alors nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, j'ai une question d'Antoine, en fait, qui demande si c'est normal que le conseil syndical prenne des décisions sans en informer les autres copropriétaires. Est-ce que c'est normal que le conseil syndical prenne une décision sans en informer les autres copropriétaires? Elle C'est ça? précise que oui, que les membres du conseil syndical sont membres depuis plus de 9-10 ans, D'accord. qu'ils constituent un petit clan et qu'ils font passer en fait leurs propres intérêts avant ceux des autres. C'est une copropriété de 33 lots. Hein. D'accord. D'accord. Alors, d'abord, première réponse. Le conseil syndical ne prend pas de décision. C'est sûr. Il n'a pas, C'est ce que il n'a j'allais pas dire. ce pouvoir-là. D'accord. Il ne donne qu'un avis au syndic Entendu. que le syndic peut suivre ou ne pas suivre. Donc c'est toujours, on va jamais lui demander de prendre une décision parce que celui qui prend la décision, c'est celui qui va en prison hein, s'il a commis une erreur. Et par conséquent, le conseil syndical n'a pas ce pouvoir-là. Et puis d'autre part, Les décisions sont prises en assemblée générale. Ce que j'allais dire. Tout à fait. Toutes les décisions sont prises en assemblée générale. Ouais. Donc le conseil syndical et les copropriétaires sont présents en assemblée générale et ils décident ensemble. Entendu. Et puis un conseil syndical, sa durée de fonction, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Donc quand c'est dit que le conseil syndical est là depuis 9 ans, est-ce que ça veut dire qu'ils ont eu Un renouvellement de leur... pour 3 ans, ensuite D'accord. renouvelé, etc. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de conseil syndical dans la copropriété en question, puisque D'accord. la durée du mandat ne peut pas excéder, 3 ans. Et je ne me souviens plus quelle question qu'elle a posée. Vous avez une autre question? Là, c'est Gaëlle. Gaël, oui. Gaëlle qui dit en fait
c'est une copropriété en fait de silos. Oui. Et qu'elle reçoit, en fait, que les copropriétaires reçoivent des appels de fonds d'un syndic qui est différent de celui en fait qui a été nommé, qui a été élu. Donc, est-ce que c'est normal? Elle reçoit des appels de fonds différents du contrat de syndic ou du syndic qui a été nommé. Alors, est-ce qu'elle peut payer? Je lui conseillerais de faire une vérification déjà auprès de ce syndic pour savoir qu'est-ce qui se passe, de vérifier effectivement, puisqu'elle doit avoir le contrat de ce syndic au niveau de la convocation d'assemblée générale, si les documents sont conformes. D'accord. Et si elle reçoit des appels différents d'une entité différente, d'une société différente que celle pour laquelle le syndicat a voté, eh ben, à mon avis, ce contrat n'est pas valable. Donc elle ne paie pas. Elle paye pas. Il ne faut pas tourner autour des pots. Vous avez élu quelqu'un et puis il se trouve que c'est quelqu'un d'autre qui vous réclame des fonds. Je ne vois pas pourquoi vous avez payé cette personne. Vous n'avez pas de contrat avec elle. Donc vous ne payez pas, tout simplement. Et si d'aventure cette personne vous poursuit devant les tribunaux, vous allez dire qu'il n'a aucune qualité pour le faire, pour me réclamer des sous. Parce que moi, je ne l'ai jamais désigné, aucune assemblée générale ne l'a désigné comme syndic. D'accord, mais cette personne n'a non plus pas qualité à agir sur la copropriété. Non, bien Donc sûr. il faut tout de Bien suite sûr, il n'y a pas un mandat entreprendre avec le conseil syndical qui contrôle et assiste ce syndic les démarches pour savoir pourquoi on en arrive à cela. Et sinon, prendre tout de suite, le président du conseil syndical peut prendre des dispositions pour pouvoir très rapidement rétablir la situation de la copropriété. On a visiblement une autre question. Oui? Allô? Nadine. C'est bon. J'ai aussi Nadine, en fait, qui dit Nadine, d'accord. qu'il y a un bien familial dans le cadre d'une succession qui a été divisé en 3 lots. D'accord. La mère et les 2 enfants, donc ils s'entendent bien jusque-là. Est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait un conseil syndical, en fait, est-ce que c'est normal, en fait, obligatoire que cette copropriété, cette petite copropriété, soit soumise aux mêmes règles que les grandes copropriétés, surtout que c'est un bien familial. Et elle dit aussi que c'est difficile de changer les habitudes. La boîte aux lettres, il n'y a qu'une seule boîte aux lettres qui est jusqu'ici partagée avec la maman et les 2 enfants. Il n'y a pas de portail, donc voilà. Donc pour eux, en fait, c'est tout un changement de paradigme. Mais la situation va complètement changer. Est-ce que c'est normal? Surtout qu'ils s'entendent bien, en fait. Donc là, une situation effectivement d'une petite copropriété. Je vais pas bien. Donc, alors, en fait, je vais reprendre. En fait, c'est une famille, effectivement, ils ont créé une copropriété. Le bien, je suppose, soit une maison qui a été divisée en plusieurs lots. Ouais. Il y a eu un fonctionnement, on va dire, en bonne entente, mais sans réellement respecter, alors qu'il y a une copropriété de créer, respecter les règles de la copropriété. Donc, elle se demande effectivement, est-ce qu'elle doit, elles ont l'obligation de respecter les règles de la copropriété. Est-ce qu'ils doivent, je pense, a priori, mettre en place un syndic? Comment faire voter les choses? Voilà. Et demande, il n'y a pas de syndic en ce moment. Mais a priori, non. Je pense que c'est des petites copropriétés qu'on connaît. Oui, c'est une copropriété désorganisée. Désorganisée, voilà. Donc, quel est votre point de vue sur ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, à mon avis, c'est une maison, en fait, qui est familiale, qui a été divisée en 3. Voilà. C'est une maison familiale divisée. Ça a été mis en copropriété, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Bon, je pense à mon avis qu'il faudrait qu'ils se rapprochent déjà de nous, parce que je pense qu'ils sont, d'accord. Ils n'ont pas la connaissance suffisante pour pouvoir mettre en place tous ces éléments-là, parce que c'est pas évident. J'avoue que c'est pas évident du tout. Donc ils se rapprochent près de nous, qu'ils nous appellent, et à ce moment-là, on pourra la conseiller, lui expliquer un peu la démarche à suivre. D'accord. Mais pour les autres téléspectateurs qui nous écoutent, en toute cause, il faut faire désigner un syndic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de syndic. Il faudra demander à un avocat. De demander au président du tribunal de nommer un administrateur. Et ça coûte de l'argent. Et puis, il faut dire que lorsqu'on est dans une copropriété désorganisée, on prend énormément de risques parce que l'immeuble n'est pas assuré. C'est pas parce que l'appartement dans lequel je suis est assuré que l'immeuble est assuré. Pas du tout. Parce que les parties communes qui appartiennent à tout le monde ne sont pas assurées. Si d'aventure, il y a le feu dans les parties communes qui se communiquent aux parties privatives, mon appartement, je perds tout.
Donc, quand une copropriété n'est pas gérée, on prend des risques énormes. Donc, il faut absolument qu'un syndic soit désigné et qu'il y ait au moins une assurance qui soit souscrite. Et puis, en cas de vente, quand c'est pas organisé, la copropriété, comment on fait pour... Mais par exemple, si on souhaite vendre son lot, comment procéder? Et puis alors, celui qui va acheter, il va acheter dans une copropriété, il ne sait même pas ce qu'il achète en fait. Il va acheter, il ne sait même pas s'il y a une facture d'eau qui traîne, il ne sait pas si l'immeuble est assuré, il ne sait pas dans quelle situation se trouve le gros œuvre, parce que il aura le carnet d'entretien quand on est en copropriété. Donc celui qui achète, il prend des risques énormes. J'ai vu des notaires passer des actes dans des immeubles où il n'y a pas de syndic de copropriété. D'accord. En indiquant dans l'acte que l'acquéreur est conscient du fait qu'il n'y a pas de On a un appel, donc priorité aux appels. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes madame? Antoine. D'accord. Vous nous appelez d'où? Du Marigot. Entendu. Alors, quelle est votre problématique? Quelle est votre question? Alors, j'ai une question. Bon, ayant fait l'acquisition d'un bungalow qui était une ancienne résidence de tourisme. D'accord. D'accord. Donc, il y avait à cette époque un règlement de copropriété. Oui. Aujourd'hui, c'est une copropriété qui regorge une trentaine de bungalows. D'accord. Avec un immeuble, je dis bien un immeuble, qui a 4 appartements. D'accord. Donc, là, j'aimerais savoir comment ça se passe pour modifier le règlement de copropriété. Comme aujourd'hui, ce sont des personnes individuelles qui habitent, ce sont des maisons d'habitation, par rapport aux charges qu'il y a pour ce petit bâtiment qui regorge les 6 personnes. Ça veut dire que si, par exemple, moi, ma toiture, elle se casse, je suis responsable de ma toiture, mais avec l'ancien règlement qu'il y a, je suis aussi responsable de la toiture de cet ensemble de 6... de ce petit immeuble qui a 6 locataires, 6 propriétaires dedans. Donc, on souhaiterait aujourd'hui faire modifier le règlement de copropriété de manière à ce que ce bâtiment-là ait ses propres charges et que nous, propriétaires, ayons nos propres charges. D'accord. Alors, comment procéder, monsieur? Ils sont de quoi? Ils sont une copropriété ou un lotissement? C'est une copropriété. C'est une copropriété avec des maisons plus ou moins individuelles. Et puis un collectif. Un collectif. D'accord. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que les personnes qui résident dans les maisons individuelles souhaitent sortir de la copropriété ou modifier le règlement. À Antoine, on peut modifier le règlement de copropriété, mais c'est à l'unanimité. Parce que moi, j'ai acheté un immeuble avec une certaine consistance, avec un règlement de copropriété qui dit que tout le monde va participer à la dépense de la réfection de la toiture du collectif. Oui. Si demain matin on veut changer ça, il faut que moi, celui qui achète, je sois d'accord. Donc c'est à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut une assemblée générale. Et il ne faut pas qu'il y ait un absent, parce que tout le monde doit voter pour, même si les gens sont représentés, peu importe. Mais donc, ça va être très difficile de modifier ce règlement de copropriété-là. L'unanimité, c'est presque impossible dans les copropriétés. Mais mettez-vous à la place de celui qui est dans un collectif. Je suis le propriétaire du collectif. On dit que tout le monde doit participer à la réfection de la toiture. Si demain matin on dit que nous sommes les seuls à participer à la dépense de la toiture, ça veut dire que la charge que j'aurai à payer sera plus importante que ce qui est aujourd'hui. Donc il y a de fortes chances que je vote contre. D'accord. Donc elle est dans une situation inextricable. D'accord. Et là, elle va avoir... Ils ont, je ne parle pas forcément d'elle, tous les bungalows, ils ont des charges à payer. On ne peut même pas parler de scission, c'est même pas possible. Parce qu'il y a trop de charges à payer, elle ne pourra même pas sortir de la copro. Donc là, c'est vraiment une situation... On a un autre appel. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi. C'est quoi le prénom? Le prénom, c'est Jean-Claude. Et vous nous appelez d'où, Jean-Claude? J'appelle de Jean-Claude. Entendu. Alors, c'est quoi votre problématique? C'est quoi votre question? Je vous appelle, je suis propriétaire. Oui. Et j'ai 3 enfants. D'accord. Et je voulais savoir exactement, j'ai une maison. Il y a un bas, mais il y a un niveau, un premier étage. D'accord. Et j'ai 3 enfants et je voulais maintenant partager exactement comment faire. D'accord. Donc là, monsieur Tifi, qu'est-ce que vous voulez répondre? Apparemment, il va faire 3 lots. C'est ça? Parce qu'apparemment, il y a 3 appartements, je crois. Je vous entends très mal, hein? J'ai pas entendu. Il nous entend très mal. Ah d'accord. Je disais qu'apparemment, vous allez devoir créer une copropriété avec 3 lots, puisqu'il y a 3 enfants.
Et Oui, enfin, excusez-moi, mon notaire m'a conseillé de faire une copropriété. très bien. C'est ça. D'accord. Ah ben oui, c'est exactement ça. Mais on peut déjà lui expliquer la procédure pour la copropriété. Comment ça se passe? Qu'est-ce Donc qu'il il doit va, faire en il termes va de falloir démarche? faire ce qu'on appelle un état descriptif de division qu'un géomètre expert pourra établir pour lui ou bien un expert. La maison, elle a quel âge la maison a quel âge? Elle a plus de 15 ans quand même. 15 ans, il faudra faire un diagnostic aussi également, technique globale, ce qu'on appelle un DTG. Et l'état descriptif l'état de descriptif de division. division. Et puis le notaire va faire le règlement de copropriété. Voilà, lui-même. c'est ça. Ah bah après, il faut expliquer également, effectivement, une fois que la copropriété sera créée, il y aura quand même la mise en À place. mettre en place, oui, bien sûr. À mettre en place. Je pense que c'est quand même important qu'ils sachent. Un syndic, il faut mettre en place un syndic. Il faudra et mettre en voilà. place un syndic, d'accord, oui. Exactement. Voilà. Il peut être un des enfants Mais c'est ça. des En général, ça, copropriétaires. Mais, propriétaire. excusez-moi, je pense que je vais passer vous voir directement. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme on fait la maison de l'expertise, je passerai directement vous voir. Normalement, le niveau des experts s'affiche, donnez- s'affiche au niveau de votre écran. Sinon, vous pouvez nous appeler. Oui, je vais vous appeler. mais D'accord, comme entendu. C'est tellement belle et bonne. D'accord. Et je vous remercie du renseignement que vous fournissez aux gens qui regardent, quoi. Merci, ben merci Pas de souci, de merci beaucoup. votre témoignage. En tout cas, C'est je une suis, bonne émission. je suis très content, Jean-Paul, que vous participiez avec nous à cette émission, que vous posiez des questions, c'est Non, mais important. ça me fait plaisir. Bon, j'ai l'habitude de vous regarder, puis en même temps, comme j'ai vu, il y a l'émission, mais j'ai pas eu vraiment l'attention de vous regarder. D'accord, ben merci. Je vous remercie grandement. Ok. Portez-vous bien, puis Entendu. merci pour Bonne soirée. tous les renseignements. Merci, bonne soirée. Alors, je veux... On a un autre appel. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. C'est quoi le prénom? Bonsoir, c'est Georges, Georges, vous nous appelez d'où? de Fort-de-France. De Fort-de-France. Alors, c'est quoi votre problématique? Il a son... Alors voilà, j'ai un dégât des eaux qui vient du haut. Mais comme il y a un nouveau locataire, il ne veut pas faire le constat des dégâts des eaux. D'accord. C'est quoi la Je ne question? sais pas quoi faire. J'ai déjà fait ma déclaration, mais ça ne marche pas comme ça. D'accord. Il y a un syndic. Est-ce Il est en copropriété. Est-ce que Georges, vous êtes en copropriété? Georges, est-ce que vous pouvez Oui, vous mais éloigner de votre télé? locataire. Ou éteindre votre télé parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ah, d'accord. Ah, mais c'est dommage. Non, éloignez-vous de votre télé. Vous pouvez, on peut, mais juste vous éloigner de votre télé ou l'éteindre. Ok. Et on va vous répondre, Georges. Ok. Gérez la télévision et puis on vous répond tout de suite. Alors. Là, c'est bon? Ben, Oui, c'est bon là. Ah, nickel. Parfait. Alors, Georges, votre problème, vous êtes en copropriété, vous avez un dégât des eaux, vous avez fait une déclaration de sinistre, et la personne qui est juste au-dessus, et la personne au-dessus ne répond pas. Il ne veut rien entendre, comme il est nouveau locataire, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps, donc il me dit que c'est pas lui. Je suis d'accord avec lui, c'est pas lui. Mais le dégât des eaux, ça s'accentue. D'accord, vous avez averti Parce que votre... le ciment commence à casser. D'accord, vous avez averti votre copropriétaire? J'ai appelé le propriétaire, il m'a dit qu'il va me rappeler, il m'a pas encore appelé. D'accord. Donc, vous avez fait le nécessaire auprès de votre assurance. Votre propriétaire est averti, il n'intervient pas. Donc, vous relancez votre propriétaire. Le propriétaire relancera le syndic de copropriété qui mettra les deux personnes en relation. Et à ce moment-là, les choses peuvent avancer. Sinon, vous faites ce qu'on appelle une déclaration de sinistre urgente auprès de votre assureur. Vous lui dites de diligenter un expert et pour qu'il puisse convoquer les parties de toute urgence de manière à voir ce qui se passe chez vous. D'accord. Voilà. Alors, je fais une déclaration sinistre urgente. Vous appelez l'assurance, vous leur envoyez un mail, vous dites que c'est vraiment urgent et qu'il faut intervenir quelque chose parce que dans ces cas-là, quelquefois, il y a des problèmes qui sont liés à l'eau qui rentre dans l'électricité, des choses comme ça, et ça peut créer un danger pour votre personne ou pour vos biens. D'accord, monsieur. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Donc, s'il n'y a pas de questions.
Je voulais revenir sur les copropriétés de deux copropriétaires. D'accord. Lorsqu'il s'agit du recouvrement des charges. Oui. Parce qu'il peut y avoir un conflit entre celui qui est syndic de copropriété, parce que je peux être syndic de copropriété, syndic bénévole, bien je peux faire désigner le syndic, moi je suis majoritaire en voix. Et je peux ne pas payer mes charges. Donc l'autre copropriétaire a la possibilité de me traduire en justice pour m'obliger à payer les charges. Lorsqu'il y a un conflit. Un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt, tout à fait. Effectivement, on est syndic. Et même quand il n'y a pas de syndic, ou bien quand le syndic est présent mais qu'il ne fait rien, l'un des deux copropriétaires peut agir contre l'autre directement. Donc on n'a pas besoin de demander au syndic d'engager une procédure contre le copropriétaire qui ne paie pas ses charges. Dans les copropriétés de deux lots, cette possibilité est offerte à chacun des copropriétaires. D'accord. C'est une spécificité du texte. Une précision également sur les copropriétés de deux copropriétaires, c'est que tout à l'heure, M. Tifi a parlé de substitution par le syndicat. Ce qu'il faut savoir, préciser, c'est que c'est lorsqu'il y a en place un syndic non professionnel. C'est uniquement en cas de syndic non professionnel qu'on peut substituer. Pas uniquement. Substituer, d'accord. Voilà, uniquement ça. Il faut préciser ça. Aussi, on a aussi dit que le propriétaire majoritaire prenait toutes les décisions. Celui qui est minoritaire peut aussi prendre des décisions. Il ne faut pas croire non plus que lui, il va subir. Et quel type de décision qu'il peut prendre? Par exemple, pour la conservation de la propriété, pour les mesures urgentes, par exemple, il pourra prendre des décisions, des mesures conservatoires, il pourra prendre des décisions. Comment c'est-à-dire qu'il engage la dépense comme dans l'indivision. Voilà, c'est ça. En réalité, j'allais y venir. Quand vous me décrivez un peu le dispositif qui est mis en place par cette loi, ça ressemble à un copier-coller du régime de l'indivision. Du régime de l'indivision, Et quand on sait que l'indivision en matière de gestion est relativement complexe et compliqué, je trouve quand même étrange que le législateur... Sauf que là, il y a un texte. Pour avoir l'indivision, il n'y a pas forcément de texte. Mais là, il y a un texte qui régit vraiment la règle des deux tiers. Ça s'applique à tout type d'indivision. Les travaux urgents, c'est tout type d'indivision. Il n'y a pas de convention forcément en indivision. D'accord ? Il n'y a pas de convention forcément. Là, il y a vraiment un contrat entre les deux copropriétaires. Donc, ils peuvent se baser sur une sorte de contrat. Le texte, c'est un contrat pour eux. Ils peuvent se baser dessus. Donc, en indivision, il n'y a pas forcément... Sauf s'il y a une convention. Mais s'il n'y a pas de convention, c'est pas et la loi qui s'applique. Alors, ça s'applique, c'est ça, exactement. Mais c'est quand même assez étrange. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, M. Tifi? Il a bien fallu trouver un régime juridique pour régler ce problème-là. Donc, le régime juridique, on a assimilé celui de l'indivision, celui de la copropriété, pour essayer de s'en sortir. Mais ces choses vont évoluer, elles ne vont pas rester comme ça. Je pense que ça va rester comme ça. Ça va évoluer. Est-ce que vraiment ça s'applique vraiment? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de voir une copropriété de deux copropriétaires qui respectent un peu ces textes-là. Et pourtant, on regarde la configuration qui tend effectivement. On regarde, on a eu des appels. Parmi les appels, il y a effectivement un monsieur qui souhaite créer. Bon, là, il y a plusieurs. On ne sera pas une copropriété de deux copropriétaires, mais de plus en plus, aujourd'hui, les personnes souhaitent avoir leur titre de propriété. Ils font effectivement, ils mettent en place ce type de copropriété-là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit relativement clair sur l'application. On dirait que ce texte est passé un peu en sourdine chez nous. Depuis 2019, il existe, mais finalement, peut-être par le biais de cette émission ce soir, beaucoup de gens vont le découvrir. Et c'est vrai que ce sera peut-être notre rôle d'apporter la bonne parole et puis la bonne pratique concernant ce texte et ses conséquences qui sont quand même assez importantes. Saison cyclonique, la toiture part, la maison n'est pas assurée. Ou pas je parle de maison, non, de manière impropre. Les parties communes ne sont pas assurées. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, là on a du concret. D'accord. Alors, concernant toujours les copropriétés de propriétaires, de copropriétaires, les copropriétaires peuvent se réunir, faire ce qu'on appelle des réunions informelles pour prendre toutes les décisions. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider un jour sans convocation, sans tenue de l'Assemblée générale, se réunir puis dire on va prendre la décision de refaire la toiture, tout le monde est d'accord, on est à l'unanimité. Tout ce que la loi interdit est permis à l'unanimité, donc il n'y a aucune difficulté pour les deux. On enlève le formalisme, c'est un petit peu les nouveautés de la règle, en fait, le dispositif particulier. Et est-ce qu'un copropriétaire qui n'est pas syndic
qui n'est pas forcément majoritaire, peut faire des... Alors, on a vu effectivement certains travaux de conservation, mais est-ce qu'il peut faire, hormis ces travaux de conservation, des travaux liés à la gestion ou... voilà, il peut engager des fonds pour la gestion et l'administration de la copropriété, alors qu'il n'est pas syndic de copropriété, selon vous? Le minot, celui qui... Minoritaire ou... Est-ce qu'il peut le faire sans... Oui, il peut le faire. Le minoritaire peut engager des travaux. D'accord. Il peut engager des dépenses. Donc il va se faire après rembourser par le copropriétaire majoritaire, mais il peut engager des dépenses. D'accord. Surtout quelles que soient les dépenses d'ailleurs. D'accord. Il a quand même un formalisme. Il doit présenter des factures. Oui, il doit justifier ses dépenses. Même pour le majoritaire aussi. Hein. Donc les deux doivent justifier leurs dépenses. Pour éviter que celui qui est en face peut contester. Et elle peut rester en justice. Il ne faut pas oublier que même si c'est une copropriété de l'eau, l'Assemblée générale se tient pour l'approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel. Hein. C'est pas parce que... Oui, c'est ça, exactement. Mais l'Assemblée générale, avec tout son formalisme, reste pour le vote du budget prévisionnel. Vous voulez qu'on le formalise l'Assemblée générale même... C'est la convocation. D'accord, une convocation, avec un délai à respecter. C'est 21 jours. Le jour qui part du lendemain de la réception de la convocation par le copropriétaire qui est convoqué à l'Assemblée générale. Et le jour de la tenue de l'Assemblée ne compte pas dans les 21 jours. Donc c'est l'intervalle qui compte. Et puis quand on fait une convocation, on met un ordre du jour. Et à côté de l'ordre du jour, on met des projets de résolution, c'est-à-dire des points sur lesquels les copropriétaires... Et la convocation peut se faire sous n'importe quelle forme? C'est quoi? C'est courrier recommandé, accusé de réception, par mail? Comment ça se passe? Alors, dans le système classique, la convocation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. D'accord. Sauf si le copropriétaire a donné au syndic la possibilité de le convoquer par lettre recommandée. On est bien d'accord. Lettre recommandée électronique. Lettre recommandée électronique. C'est un autre débat. Dispositif... Oui, voilà. C'est pas un mail. D'accord. La lettre recommandée électronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reçois un mail qui me dit on a une lettre recommandée à vous donner, est-ce que vous la prenez? Je peux dire oui, je peux dire non, ça allonge les décrets, les délais, pardon. Oui. Et je peux dire oui, je prends, et puis le lendemain, je peux dire ah non, finalement, je veux la lettre recommandée classique, écrite. Et par conséquent, les délais sont encore allongés. Les syndics professionnels n'utilisent pas la lettre recommandée électronique. Donc c'est une lettre recommandée à la réception, ils le font. Donc a priori, mais alors en regardant le texte, on n'a rien vu concernant le formalisme pour la convocation de l'Assemblée générale pour l'approbation des comptes dans le cadre de ce classique. Donc ça veut dire que une mère et un fils, admettons qu'ils seraient copropriétaires, qui veulent respecter les dispositions, ils sont recommandés comme ils... Non, le problème c'est la contestation. D'accord. Moi, je ne suis pas convoqué à l'Assemblée générale, je peux demander la nullité de l'Assemblée générale. Mais si je suis avec ma mère, il est évident qu'on ne va pas se lancer dans des procédures. On fera ça à l'amiable, tous les deux, on sera d'accord. Il n'y aura pas de souci. Il faut toujours... Le rôle du jury, c'est de prévoir le pire. D'accord. Donc, pour éviter le pire, lorsque le pire va arriver, pour éviter les catastrophes, il va vous dire qu'il vaut mieux respecter la réglementation. D'accord. Les gens peuvent très bien s'entendre pour dire que la réglementation est trop lourde, on passe outre. D'accord. Donc, fort de tous ces éléments-là, aujourd'hui, un acquéreur souhaite acheter un bien en copropriété, aussi bien petite copropriété ou propriété classique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait opportun en fait pour lui de vérifier? Sous quel point il devrait être en alerte lors de l'acquisition de ce bien? Je pense qu'il faudrait déjà... Il y a certains points... La loi lui permet déjà d'avoir des informations s'il veut acheter une copropriété. D'accord. Oui. En amont, il doit recevoir tout ce qui est règlement de copropriété, ce qu'on appelle un pré-état daté. D'accord. Il y aura des règlements de copropriété, il y aura les annexes, il y aura la comptabilité. Oui. Il pourra voir l'état du bâtiment, l'état financier, il pourra voir tout ça. Donc, je lui conseille d'abord de bien regarder ça et s'il ne connaît pas, de se faire accompagner. D'accord. Donc, pour vérifier, et en fonction du résultat qu'il aura, si, voilà, ok, je peux acheter parce que la copropriété est saine, au niveau financier, au niveau technique, les bâtiments sont sains, pas de souci, je peux acheter, l'appartement me plaît, je peux acheter. Par contre, s'il y a des difficultés au niveau financier, là, il y a des doutes, donc il faut éviter. Entendu. D'accord. Et au niveau des petites copropriétés ou copropriétés de l'eau, est-ce qu'il y a des points spécifiques à vérifier selon vous? Non, c'est toujours la même chose. L'acquéreur est protégé par la loi. Donc, il faut qu'il sache qu'il a un dispositif qui le protège. Et par conséquent, s'il ne sait pas exactement quel est le contenu du dispositif qui le protège, il va s'adresser à des personnes qui sont de la partie pour
pour pouvoir l'aider, parce que c'est bien gentil d'acheter un super appartement qui a une vue mer, C'est ça, etc., c'est clair. tout ce qu'on veut. Oui. Et si vous achetez des dettes, si vous apercevez qu'après qu'il y avait un ravalement à faire, que vous n'aviez pas provisionné parce que vous l'ignorez réellement et qu'il y avait des gens qui ne payaient pas depuis de nombreuses années dans la copropriété, qui est en difficulté financière et qui a beaucoup de dettes par rapport aux fournisseurs, mais vous avez acheté, c'est une catastrophe. Donc, comment dirais-je, dans ce domaine-là, il faut se faire accompagner. Il n'y a pas d'autre solution. C'est là, sauf si on est de la partie soi-même. Mais quand je vois comment le formaliser, quand même allégé, notamment pour les petites copropriétés, qui, je le rappelle, est la majorité des copropriétés, puisque aujourd'hui on a dit qu'à 70% des c'est ça. copropriétés qui seraient plus ou moins Petite concernées par ce et deux texte. propriétaires aussi également. Voilà. Comment se fier à une comptabilité on va dire, simplifiée, voilà, c'est ça. Non, mais comment se fier la comptabilité simplifiée, mais ça ne veut pas dire que c'est une comptabilité quand même qui doit être qui doit respecter le formalisme. Hein. Les petites copropriétés, il doit y avoir des annexes pour la comptabilité. C'est pas, on fait pas une comptabilité sous papier, j'écris, j'ai dépensé tant. Non. C'est une comptabilité avec un formalisme à respecter. Elle n'est pas en partie d'observante, d'accord. Mais il y a un formalisme à respecter et à l'Assemblée générale, dans la convocation, il doit y avoir les annexes aussi comptables. Même si c'est une petite copropriété. C'est important de savoir ça, c'est important. Donc pour l'approbation des comptes, il y a un certain nombre de documents qui doivent qui sont quand même réglementés. D'accord. Et pour l'achat, ce sera toujours pareil. On demandera toujours le prix adapté, ce sera toujours pareil. D'accord, donc en réalité, dans toutes les petites copropriétés qui n'intéressent visiblement pas les professionnels forcément de l'immobilier. Je crois que les syndics classiques, c'est pas rentable. Les micro-copropriétés, les copropriétés de deux copropriétés, en fait, en réalité, ont besoin d'experts comme vous pour les accompagner au quotidien et pour les assister. Voilà, ça serait peut-être quand même intéressant. Je ne sais pas s'il y a des formations de prévues. Est-ce que vous avez comment vous pensez mettre en place ces accompagnements avec ce... Et ne serait-ce que lorsque vous achetez un appartement dans une copropriété, vous avez le notaire qui vous remet un pavé avec un règlement de copropriété à l'intérieur. C'est ça. Personne ne lit ça, hein. Mais il faut lire le règlement de copropriété parce que vous allez tomber sous des surprises dans un règlement de copropriété. Si vous n'êtes pas de la partie, je ne vois pas comment vous faites. Hein. Vous ne regardez que la grandeur de l'appartement, la hauteur sous plafond et puis la vue mer. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a une forêt qui se cache avec énormément de difficultés. Imaginez que vous vouliez acheter un appartement pour pouvoir installer un cabinet quelconque. Par exemple. Le règlement vous dit destination exclusivement bourgeoise, c'est-à-dire uniquement destiné à l'habitation bourgeoise. Que d'habitation. Vous faites quoi? Ça limite, effectivement, il faut avoir quand même une analyse approfondie. Voilà, c'est ça, exactement. Du règlement, du document lui-même. On a effectivement eu un cas parmi nos appels où effectivement on se retrouve avec une villa individuelle. Oui, elle a découvert après coup qu'elle partage les charges de la toiture de l'immeuble collectif avec tout le monde, ce qu'elle ne souhaite pas. Le bâtiment a été construit peut-être après. Ça peut être ça aussi. Sans doute, oui, probablement. D'accord. Quoique non, parce qu'elle dit que le règlement est ancien et c'est déjà précisé qu'il partage. Donc, pas forcément. Effectivement, dans le cas, c'était une ancienne. C'était un ancien, comment dirais-je, un ancien. Donc, le bâtiment était déjà là, je pense. Le meuble était déjà là, mais ils n'ont pas consulté le règlement. Donc, ils doivent consulter, se dire, on ne va pas acheter le bungalow parce qu'on ne doit pas faire l'acquisition de ce bungalow. Mais moi, j'ai cru sentir que lorsqu'il dit ancien, j'ai cru entendre qu'on peut modifier ça parce que c'est déjà trop vieux. Voilà. Je l'ai entendu dans le sens de trop vieux. C'est ça. Mais la réponse il n'y a pas de date de péremption pour les règlements de Voilà, la réponse est très claire. Niet, on ne va pas le modifier si tout le monde n'est pas là. On va pas le modifier pour ça, on peut l'adapter, parce que on a bien sûr, on peut l'adapter, mais on va pas le modifier pour ça. Sur la consistance de l'immeuble lui-même. Sauf, comme tu l'as dit, à l'unanimité. D'accord. Oui, bien sûr. Et dans votre pratique, est-ce que vous avez déjà eu un cas particulier Moi, j'ai eu quelqu'un, c'est la ZAC de Rivière-Roche, autant que je me souvienne, qui avait acheté un local pour faire un local de pompe funèbre. Et puis, il a eu énormément de difficultés parce qu'il a les voisins qui ne voulaient pas. D'accord. Alors que le règlement de copropriété n'interdisait pas. Il lui permettait de le faire. Il lui permettait de le faire. Je ne sais pas ce que ça fait. Il l'a installé. Il l'a fait, c'est installé. Et là, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Le cas de gens qui découvrent qu'ils achètent dans un lotissement et puis finalement qui sont en copropriété. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui peut étonner beaucoup de gens, puisque on a la possibilité d'avoir le régime de la copropriété ou le fameux régime de l'association syndicale
syndical libre. Et ces gens découvrent... alors, pour leur faire comprendre, on leur dit simplement, vous êtes en copropriété, si votre maison brûle, vous ne pouvez pas revendre le terrain nu sans avoir préalablement reconstruit une bâtisse. Et ça, les gens comprennent... que le terrain ne leur appartient pas. Le terrain ne leur appartient pas. Donc ça veut dire qu'aussi, au niveau de votre assurance, vous devez prendre des dispositions pour que la reconstruction soit optimale. Le cas le plus courant, c'est les parties au rez-de-chaussée, les jardins à usage privatif. Oui, c'est à jouissance privative. À jouissance les gens s'imaginent qu'ils sont propriétaires du jardin. Ils ne sont pas propriétaires du jardin, donc la jouissance du jardin, ils ne peuvent pas construire ce qu'ils veulent dans le jardin. Aménager, mais pas construire. Voilà. D'accord. Et vous avez évoqué les ASL de lotissement. Qu'est-ce qui différencie, on va dire, le lotissement de la copropriété? C'est quoi une ASL? En général, le promoteur peut mettre en place une association syndicale libre. C'est par exemple dans un lotissement, vous avez des éléments qui vous sont communs. La route, l'éclairage ou une station d'épuration. Donc pour pouvoir administrer et organiser cela, on met en place une entité qui est une association syndicale libre. Alors le texte n'est pas le même, puisque l'origine du texte de l'ASL, c'est une loi du 21 juin 1865 qui a été modifiée par une ordonnance du juillet 2004. Juillet 2004. Et effectivement, cette forme d'association est beaucoup moins je dirais complexe que les textes de la copropriété. Donc, mais les AS, elles fonctionnent réellement? Les lotissements, très souvent, les éclairages ne fonctionnent pas. Pas du tout. Les gens ne mettent pas en place des organes de gestion. Pas du tout. C'est très très rare de voir une ASL avec un organe de gestion qui dure en plus dans le temps. Vous savez, je dis propriétaires, c'est des propriétaires, des colotis. Quand ils achètent, ils pensent qu'ils sont chez eux. Voilà. J'achète ma villa, surtout mon ASL, en lotissement, j'achète ma villa, je suis chez moi. Et quand on leur demande des charges, mais pourquoi je dois payer des choses? Je suis chez moi, j'ai ma villa, je suis pas en appartement. Dans le fonctionnement des propriétaires, c'est ça. J'ai acheté ma villa, j'ai mon terrain, je suis chez moi. On n'a pas l'esprit collectif qu'il y a dans la copropriété, c'est un peu plus individuel. Les VRD, la mairie va s'occuper de ça. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes dans un lotissement, vous avez un cahier des charges à respecter, vous avez des statuts c'est exactement comme le règlement de copropriété. C'est la Bible de lotissement. Il faut le lire, le statut. Et là, vous verrez bien que vous devez payer des charges parce que vous avez des entretiens à faire, des VRD, des candélabres, de la station d'épuration s'il y en a. Donc voilà, des espaces verts également. Et beaucoup de gens oublient que les statuts doivent être déposés en préfecture. À déclarer, non. Et déclarer en préfecture, c'est pas. Et la plupart du temps, j'ai été surpris, on a été surpris à la maison d'expertise de découvrir qu'il y avait certains professionnels qui oubliaient de le faire. Et ça a des conséquences très 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 graves, parce que quand vous ne déclarez pas une ASL, je prends un exemple simple, vous allez à la banque, vous avez un lotissement, le syndic va à la banque pour ouvrir un compte. La banque va dire, la déclaration est où? S'il n'y a pas de déclaration, on ne peut pas ouvrir le compte à la banque. D'accord, donc on ne peut pas encaisser les charges, on ne peut pas faire fonctionner la ASL. La ASL ne peut pas fonctionner à ce moment-là. Le qui ne fait pas. D'accord, il n'y a pas de personnalité morale. D'accord. Et l'assurance sur les... Il faut prendre aussi, assurer les ASL. D'accord. Parce que c'est principalement on assure quoi, les voiries, voilà, et les conséquences de votre station d'épuration aussi, vous pouvez assurer. Donc, il est très important de pouvoir avoir un regard dessus et puis s'assurer que les choses sont faites de manière correcte. Et dans le cas d'un lotissement, est-ce que les ASL ont une durée de vie, ou alors est-ce que c'est limité? Je sais qu'au niveau des lotissements, au bout de 10 ans, généralement, la municipalité reprend. Est-ce que vous avez des pas forcément. Alors, effectivement, au bout de 10 ans, la gestion peut entrer dans le domaine public. C'est-à-dire que la mairie reprend pour l'entretien. D'accord. Ça, c'est en théorie, ça. Donc, il faut lui demander déjà. Il faut faire une demande déjà. Il faut faire une demande. Décision d'assemblée générale. Et parfois, j'ai vu... Assemblée générale des colotis. Des membres de la ASL. J'ai déjà vu des assemblées générales, j'ai même géré des ASL où les colotis ne voulaient pas que la mairie reprenne, ils voulaient rester. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous tombez dans le domaine public,
c'est la mairie qui gère tout maintenant. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Le portail que vous avez mis devant, il ne doit plus exister parce qu'il faut qu'il rentre. Ouais. Donc, il y a des propriétaires qui ont refusé que les parties communes tombent dans le domaine public. Ça peut arriver. Et effectivement, comme dit M. Tiffé, il faut que sur l'Assemblée générale soit voté pour le domaine public. Et comme je disais, c'est théorique, parce que parfois, même aussi, les mairies peuvent refuser aussi également. Bien sûr. Ils demandent d'abord comment ça se passe. Ils viennent vérifier, voir comment ça s'est entretenu déjà au départ. Oui. Ou ils prennent une partie. Ils vont dire, bon, je prends l'éclairage uniquement, les VRD, ça ne m'intéresse pas. C'est possible aussi. Ou alors vous imposez des conditions qui sont inacceptables. C'est ça. Par exemple, vous refaites tous les VRD. Vous refaites tous les VRD et après on prend. Pas les champs. Et après, en ce moment-là, on prend. D'accord. Et tout ça, c'est voté au conseil municipal aussi. C'est de la même façon, en mairie. D'accord. Une précision, monsieur non, c'était la doctrine, puisque mes confrères employaient le terme de colotis, et dans la doctrine, certains emploient le terme de sociétaire. Doctrine, c'est les points de vue des professeurs de droit. Donc, ils emploient un autre terme aussi, les téléspectateurs entendent les deux termes qui ne soient pas... Qui soient pas sautés. Donc je pense que... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, on a parlé de l'ASL, certes, mais il faut aussi un bureau. C'est le bureau qui va gérer un peu l'ASL. Donc c'est pas les organes. C'est ça le manque. Le manque seulement. Pourquoi il n'y a pas d'ASL qui fonctionne, c'est parce qu'il n'y a pas de bureau, forcément. Il y a un bureau qui est composé d'un président, ou ce qu'on appelle encore... directeur, je crois, pas de bêtises, directeur, président-directeur, vous avez un secrétaire, vous avez un trésorier, comme une association. Mais c'est une association. L'ASL est administré par un syndicat. D'accord, un syndicat. Avec le syndicat coopérateur, mais là, c'est pas tout le monde. Et parmi le syndicat est composé de syndics. Ça fait une confusion avec ça fait une confusion aussi, oui, c'est ça. Et parmi les syndics, on va désigner un président, un secrétaire, un vice-président, etc. D'accord. Il y a une question. On a une question ? Bonsoir. Oui, une question, oui. Oui. Vous êtes... Oui, bonjour. Oui, plutôt bonsoir. Bonsoir, c'est quoi le prénom ? Oui. Moi, je m'appelle Michel. Michel. Oui. D'accord, et vous nous appelez d'où, Michel ? De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Alors, c'est quoi votre question ? Alors, ma question, en fait, concerne le règlement intérieur de copropriété. D'accord. Voilà. Lorsque ce règlement, il est devenu obsolète. Oui. Je m'entends. En fait, depuis l'origine de la copropriété, il n'y a jamais eu de modification. Et il s'avère que dans la copropriété, les gens ont pratiquement fait tout le contraire de ce qui est écrit dans le règlement intérieur. Vous parlez du règlement intérieur ou du règlement de la copropriété ? Du règlement de copropriété. D'accord, entendu. Voilà, on interdit de construire des pièces en plus, oui. Les gens l'ont fait. D'accord. On interdit de construire un balcon, les gens l'ont fait. Donc, et ce règlement, en fait, il ne correspond plus à ce qui s'y passe dans la copropriété. C'est-à-dire que les tantièmes ne sont plus les mêmes puisque les gens ont pris sur les parties communes et nous payons des charges, voilà, et ces gens qui ont plus de parties, qui ont plus de tantièmes ne paient pas suffisamment. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut demander à faire payer les personnes qui ont empiété sur les parties communes? D'accord. Alors, c'est quoi votre point de vue? Une première... Il ne faut pas accuser le règlement de copropriété. Comment ça s'appelle, Michel, il ne faut pas accuser le règlement de copropriété. Les gens ont fait des travaux alors qu'ils ne devraient pas les faire, ces travaux-là. Ils devraient faire d'abord une autorisation à l'Assemblée générale pour pouvoir faire des travaux de telle envergure. D'accord. Ça, ce n'est pas le règlement de copropriété qui a fait qu'ils ont fait les travaux. D'accord. C'est une première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que vous dites qu'ils n'ont pas, que vous voulez modifier le règlement. Effectivement, comme étant donné qu'ils ont agrandi la surface, donc les millièmes vont changer, il faudrait prévoir, voir avec les géomètres experts et aussi un notaire pour pouvoir modifier ce règlement. Là, on pourra le modifier à ce niveau-là pour pouvoir changer la répartition des charges. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un syndic de copropriété? C'est la première question. Est-ce que vous avez un syndic? Oui, il y a un syndic. Oui, bien sûr. Vous contactez le syndic et vous voyez avec. C'est le syndic professionnel ou non professionnel? Professionnel. Professionnel. Donc, il devrait vous le contacter, il devrait vous donner la démarche à suivre pour pouvoir régler ce problème.
Mais s'il est dans le flou, il dit tout le temps qu'il est dans le flou. Je pense que c'est effectivement tous les copropriétaires ont agrandi leur surface sans respecter le règlement de copropriété. Il y a quand même une négligence du syndic. Oui, c'est vrai. Le syndic a dû agir, je n'ai pas voulu dire, mais il a dû agir depuis un moment, le syndic déjà. Non, mais François Roselmack a raison. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait du règlement de copropriété, c'est le fait des actions des copropriétaires qui n'ont pas respecté le règlement de copropriété. Oui. Donc il appartient au syndic de copropriété de faire respecter le règlement de copropriété. On ne va pas modifier les tantièmes. On ne va pas modifier les tantièmes pour ça. Et si d'aventure le syndic ne fait pas son boulot, vous avez un conseil syndical, il faut changer de syndic, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais si le conseil syndical est de mise avec le syndic. Mais oui, alors vous êtes majeur. Un conseil syndical qui ne défend pas les copropriétaires, qui ne défend pas les augmentations de charges. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur? Non, alors dans ce cas-là, moi, le conseil que je vous donnerais, vous prenez la liste électorale, vous arrivez en Assemblée générale et vous me virez ce syndic-là. C'est pas un souci, ça. Vous allez voir toutes les personnes qui ne viennent pas en Assemblée générale. Si elles ne viennent pas, c'est qu'il y a une raison. Vous regardez la liste, vous prenez la liste, ils sont là, ça fait 2 ans qu'ils ne viennent pas, vous prenez leur pourvoir et puis vous me virez ce syndic-là. Et c'est pas compliqué, votre histoire, Michel. Pour le conseil syndical, c'est pareil. Hein. Apparemment, vous avez envie de vous investir. Vous voulez entrer au conseil syndical également avec 2 ou 3 personnes et vous faites un conseil syndical. Ou même s'ils veulent rester, c'est pas grave. Monsieur, j'ai fait un coup d'État au conseil syndical, ça a duré 1 an. Après, on nous a éjectés. Oui. Donc, vous voyez, c'est pas si facile de vouloir prendre en main les choses. Ouais. Donc, vous voyez, il y a quand même des conseils syndicaux qui sont posés et qui ne veulent pas de changement, sortir de là. D'accord. Si eux-mêmes, si les membres du conseil syndical ont eux-mêmes des intérêts, bien sûr, ils ne vont pas changer. Non, mais Michel, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une campagne électorale. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, il n'y a pas de solution. Il faut agréger autour de soi les gens et de telle sorte qu'ils soient en majorité en Assemblée générale pour prendre la décision. C'est ça. On a fait ça, mais ça n'a pas donné plus d'une année. Ah, mais il va falloir qu'on s'occupe de vous, alors c'est quoi ça? Il va falloir qu'on vienne vous voir et qu'on travaille sur ce sujet-là avec vous. C'est pas possible, ça. Ah, mais moi, je suis partante. Hein. Si vous avez mon numéro, moi, je veux bien qu'on discute parce qu'on fait... Appelez-nous plutôt. Avant que les choses ne se compliquent. Appelez les experts. Leur numéro s'affiche au niveau de votre télévision. Ça s'affiche pas. Oui. Donc, je ne vois pas. Vous pouvez appeler. Voilà, il y a un numéro qui s'est affiché, c'est parfait. Voilà, le mien. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, vous nous appelez, on va prendre rendez-vous et puis on va voir comment on peut. Oui, c'est une bataille. La bataille avec vous. C'est une bataille, ça va prendre peut-être un certain temps, c'est pas grave. Mais c'est légitime, effectivement. Ne vous inquiétez pas. En fait, c'est ce dont on a besoin, parce qu'on n'arrive pas, sans te dire que c'est facile, faites une élection, éjecter tout le monde. Mais vous savez bien, les gens, ils ont des, comment on dit, on n'arrive pas à éjecter comme ça. Voilà. Ils font des combines. Ça combine. Donc, on n'arrive pas à éjecter des gens qui ne sont pas efficaces. Si vous êtes nombreux, ça devrait. Il y a une loi pour ça. Donc, si vous êtes nombreux, ça devrait se faire. C'est pas. S'ils sont 5 seulement, je ne vois pas pourquoi. Sauf si toute la communauté est avec eux. Ça, c'est pas pareil. Je vais vous expliquer ça si jamais on arrive. Le mécontentement et des injustices. D'accord. Donc, je ne vais pas garder l'antenne plus longtemps. Mais voilà, je suis d'accord pour qu'on puisse discuter des problèmes de cette copropriété. Entendu. Très bien. Merci de votre appel. Voilà, je vous en prie. Il y a une autre Merci, question. Au revoir. Ah oui. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, il n'y a plus d'autres questions. Merci de votre appel. Merci également à tous les téléspectateurs de Zouk TV qui nous ont suivis ce soir. J'espère que vous serez nombreux lors de nos prochaines émissions. Avec à ma place Monsieur Franz Étifier qui va effectivement recommencer à animer. Et puis à la prochaine. On est à votre service pour toutes vos questions liées à l'immobilier. Au revoir. Bonne soirée.